16h sur BFM TV, c'est la suite de notre édition spéciale consacrée donc à cette réunion qui se prépare demain à Washington, donc sur le sort de l'Ukraine, à 3 jours après cette rencontre en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'Europe monte au créneau, se prépare à riposter aux côtés de Volodymyr Zelensky. Une réunion est en cours actuellement depuis Bormes-les-Mimosas en visioconférence avec les différents intervenants, les différents dirigeants européens, la présidente de la Commission européenne ainsi que le secrétaire général de l'OTAN qui accompagneront donc Volodymyr Zelensky dans son voyage demain à la Maison-Blanche. Voilà tout ce qui se prépare aujourd'hui en coulisses avec au fur et à mesure des déclarations américaines également qui émergent et qui font un peu état de ce qui s'est passé en coulisses vendredi dernier en Alaska. Axel Monnier, vous êtes notre correspondant BFM TV en direct de Washington avec donc ces déclarations notamment sur le réseau social du président américain Truth Social, Donald Trump qui dit que de gros progrès ont été faits avec la Russie à suivre, c'était un peu mystérieux, et qui notamment fustige les fake news et parle notamment aussi de progrès qui auraient été faits du côté de Poutine sur des garanties de sécurité solides pour l'Ukraine. Oui, effectivement. Alors Donald Trump, dans ses messages, ne dit pas grand-chose, mais c'est son émissaire spécial, Steve Witkoff, qui en a dit un peu plus sur le plateau de CNN. Il a d'abord estimé qu'effectivement, Vladimir Poutine avait accepté que les États-Unis se portent garant dans l'avenir pour la sécurité de l'Ukraine. Il parle de garanties très solides qui pourraient être révolutionnaires, dit-il, et qui sont semblables à l'article 5. En gros, en cas d'agression, il y aurait une possibilité de riposte. Mais de l'autre côté, il estime aussi que Vladimir Poutine a accepté des concessions territoriales sans donner beaucoup de détails là-dessus. Et puis il y a un autre des hommes forts de Donald Trump qui se trouvait lui aussi à Anchorage en Alaska pour le sommet de vendredi. C'est Marco Rubio, le secrétaire d'État. Lui, sur un autre plateau, sur NBC, il a estimé que les deux parties allaient devoir faire des concessions. Et la façon dont il l'a dit, cela semblait dire que Vladimir Poutine avait fait les siennes, que c'était désormais à Volodymyr Zelensky et aux Européens d'en faire d'autres, sans lesquels il ne pourrait pas y avoir d'accord de paix entre les deux pays. Axel Monnier à Washington pour BFM TV. Nous ont rejoint en plateau Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous cet après-midi. En face de vous, Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe. Est-ce que Ulrich, c'est l'Europe qui fait bouger là, en tout cas qui fait parler les États-Unis? Est-ce que c'est cette réunion qui est en cours, la coalition des volontaires, qui pousse les États-Unis, avant la réunion de demain, à donner un peu plus de détails après cette brève conférence de presse vendredi? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement ça. Les Américains essayent sans doute de dire aux Européens que tout n'est peut-être pas négociable. Il est probable que les Américains ne s'attendaient pas à ce que les Européens débarquent en force demain. Donc effectivement, il y a sans doute une volonté de la part des Américains de cadrer un peu les choses. Et puis il y a aussi quand même, je pense, question de politique interne aux États-Unis, quand même le compte-rendu qui a été fait jusqu'à présent de cette réunion de vendredi entre Vladimir Poutine et Donald Trump est extrêmement défavorable à Donald Trump. Et donc effectivement, il y a besoin de dire que cette réunion s'est très bien passée et qu'on a obtenu des résultats formidables et notamment beaucoup de concessions de Vladimir Poutine. Après, encore une fois, ça reste quand même extrêmement flou. Il n'y a rien de très concret finalement. Enfin, si on prend l'exemple des concessions territoriales de Vladimir Poutine, si c'est 3 villages à la frontière nord de l'Ukraine avec la Russie, ça n'a aucune valeur stratégique, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Donc, il faudra vraiment rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a un peu de damage control, on va dire, de la part des Américains par rapport on va dire, à l'image vraiment très négative de la réunion de vendredi. Une gestion des dégâts pour l'instant. Claude Blanche-Maison, je voudrais revenir avec vous sur ce que disait à l'instant notre invité, notamment sur cette question que ça reste flou, qu'il y a des déclarations qui restent floues, mais il y a quand même un petit peu de précision sur ces concessions territoriales de la part donc de l'émissaire Witkoff qui parlait d'importantes discussions sur Donetsk notamment. Oui, dans ce qu'on croit comprendre, en effet, Poutine aurait beaucoup insisté sur le fait que la Russie attachait une importance capitale à avoir l'ensemble du Donetsk. Alors, il y a un bout du Donetsk que l'armée russe n'a pas réussi à prendre. Et donc, dans le fond,
Poutine dit, si vous voulez que ça progresse, il faut demander à l'armée ukrainienne de se retirer jusqu'à la frontière administrative du Donetsk, et de manière à ce que l'ensemble du Donbass puisse revenir à la Russie. Et on parle là de la région la plus à l'est, sur la carte que vous voyez à l'écran, avec cette ligne de front qui n'a pas encore été justement franchie par... Alors ce qui est moins net, c'est qu'on nous dit pas grand-chose sur Zaporizhzhia et Kherson, les deux oblasts au-dessus, qui ont été également incorporés dans la constitution russe comme appartenant à la Russie, et dont la Russie n'occupe dans les deux cas que le sud finalement, que la partie sud, et il reste encore une bonne partie de chacun de ces deux oblasts sous contrôle ukrainien. Là, on n'en parle pas. Moi, ma conviction, c'est que les Russes tiennent à conserver ce qu'ils ont dans ces oblasts, parce que c'est un couloir terrestre qui relie la Russie mainland à la Crimée. Oui. Et que s'il arrivait malheur, et ça va arriver un jour, au pont de Crimée, c'est quand même tout à fait stratégique, en effet, qu'ils aient cette liaison terrestre. Alors, est-ce qu'ils ont fait la concession ou pas de dire, pour la partie de ces deux oblasts que nous n'occupons pas, on ne va pas insister? Suivant certaines... Pour le coup, c'est quand même une fausse concession. Suivant certains comptes rendus, ils auraient laissé espérer cette concession. Selon d'autres, non. Je pense que c'est un sujet qui peut faire l'objet d'une négociation. Parce que le fait que ça soit inscrit dans la Constitution n'est pas un argument suffisant. La Constitution, ils peuvent la modifier, surtout que dans le système russe, si le chef dit quelque chose, le Parlement suit, naturellement. Donc, c'est pas un argument. Et effectivement, l'élément, par contre, auquel ils tiennent énormément, c'est ce que je viens de dire, le couloir terrestre, le long de la côte, qui va jusqu'en Crimée. Ça, effectivement, ils ne pourront pas, ils ne voudront pas le lâcher. Mais peut-être qu'ils peuvent faire en effet une concession sur le reste de l'oblast de Zaporizhzhia et sur le reste de l'oblast de Kherson. Ça voudrait dire en effet que c'est une concession, que pour le moment, Poutine ne cherche pas à pousser, comme on le pensait à un moment donné, jusqu'à Odessa, donc au-delà même de cette oblast, pour fermer tout accès de la mer Noire à l'Ukraine, et pour prendre des ports tout à fait stratégiques pour les exportations de céréales de l'Ukraine. Effectivement, ça va être très intéressant d'avoir les détails au fur et à mesure que on peut les avoir sur ces éléments territoriaux. Witkoff, à l'interview à CNN tout à l'heure, il a dit que la concession que la Russie fait, c'est de ne pas envahir toute l'Ukraine. Imaginez? Il ne le dit pas tout à fait comme ça. En fait, ce qu'il dit, c'est que les Russes se sont engagés à ne pas aller plus loin sur le territoire ukrainien et à ne pas aller plus loin sur le territoire européen. Ce qui est donc un engagement de la part de la Russie de faire ce pourquoi elle a toujours été engagée juridiquement jusqu'à ce qu'en 2022, Vladimir Poutine décide que peu importe les engagements juridiques, il faisait ce qu'il veut. Non, je reviens quand même sur cette idée d'effort russe. Cette idée d'avoir un accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur un format article 5 où si l'Ukraine était attaquée de nouveau, les Américains viendraient s'engager à leur côté, ça pour reprendre les mots de Witkoff sur CNN, c'est un game changer, ça change totalement la donne. Il est même étonnant que Vladimir Poutine accepte une garantie de sécurité aussi importante. Et il y a deux raisons qui fait qu'il est susceptible d'aller dans ce sens-là. La première, c'est que Donald Trump n'a cessé de remettre en question l'automaticité de l'article 5 en disant si les alliés de l'OTAN veulent bénéficier de cet article 5, il faut qu'ils payent. Et les Ukrainiens pourront jamais vraiment payer pour ça. Et il y a un deuxième aspect, c'est que Donald Trump et son administration réorientent totalement leur stratégie de défense en disant non seulement la Russie n'est plus une menace, en disant même que la Chine n'est plus leur principale préoccupation, mais que leur sujet, c'est le territoire national et toute leur stratégie de défense, tous leurs efforts militaires, ils veulent les réorienter sur le territoire national pour faire de la sécurité intérieure et de la lutte contre l'immigration illégale et pour aller faire de la lutte contre le narcotrafic en Amérique du Sud. On aimerait vous faire réagir brièvement, parce que les déclarations américaines continuent d'affluer, sur celle du secrétaire d'État Marco Rubio, qui déclare qu'il menace la Russie de nouvelles sanctions si un accord sur l'Ukraine n'est pas conclu. Est-ce qu'on commence pas à avoir un petit point d'inflexion là déjà? Comment dire qu'on va sanctionner la Russie? Mais ils ont préparé déjà le 19e paquet de sanctions. Comment est-ce qu'on analyse cette déclaration de Marco Rubio? Ça, c'est Marco Rubio, il est sur la même ligne. Enfin, pour le coup, Marco Rubio a toujours eu une posture qui est quand même relativement
cohérente avec celle des Européens. Le problème, c'est que c'est pas lui le décisionnaire et que pour le coup, Donald Trump a dit pas plus tard que vendredi soir qu'il allait repousser les sanctions d'au moins quelques semaines en attendant de voir. Donc il parle au nom de qui, Marco Rubio, quand il dit qu'il menace la Russie de sanctions? Il fait le bon flic. Voilà, il fait le bon flic face au mauvais flic. Marco Rubio, pour situer, en fait, c'est une figure influente du Parti républicain, perçu comme l'un de ceux qui a un gros potentiel politique. Et historiquement, dans sa carrière, en particulier lorsqu'il était au Sénat, c'est plutôt ce qu'on appelle un faucon, c'est-à-dire quelqu'un qui considère que l'usage de la force, l'usage des forces armées est un moyen pour les Américains de faire valoir leurs intérêts. Et au Sénat, il n'a jamais cessé de répéter que les Européens, l'OTAN et l'Ukraine avaient besoin de se sentir défendus face à la Russie. Donc lui, il n'est pas du tout a priori sur la ligne de Donald Trump. Sauf que on a quand même l'impression, pardonnez-moi, vendredi, on a un Donald Trump qui accueille sourire aux lèvres presque à coups d'applaudissements Vladimir Poutine. Tout le monde donne, les médias américains notamment, mais aussi le Kremlin donne Vladimir Poutine gagnant de ce qui s'est joué là-bas. Donald Trump se fait critiquer par son propre camp pour n'avoir rien ramené dans Courage, si ce n'est justement ses critiques à l'égard de l'image et du décor. Et là, on a le secrétaire d'État qui parle de menaces. Est-ce que la donne a changé? Est-ce que là aussi, avant cette réunion avec Zelensky demain, on a une inversion un petit peu, machin? Je vous rappelle que M. Trump a promis appliquer les sanctions dans le cas s'il n'a pas de cessez-le-feu. Après le rendez-vous en Alaska, rien n'a été... Il n'a pas cessé le feu et les sanctions n'ont pas été appliquées. À mon avis, c'est un jeu. Je m'adresse à... Oui, est-ce que c'est une stratégie politique ou est-ce que c'est vraiment une marque de faiblesse comme l'ont dénoncé beaucoup de médias américains? Pour moi, l'élément essentiel de ce qui s'est passé à Anchorage, c'est le changement complet de registre pour Donald Trump, de registre par conséquent sur lequel il va jouer. En arrivant, il était encore, comme depuis 3 mois, sur cessez-le-feu, 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 sans condition, cessez-le-feu, sans fioriture, sans appareil technique. Et puis, après 10 minutes dans la voiture avec Poutine, The Beast, n'est-ce pas? Il s'est peut-être passé des choses pendant ces 10 minutes. Et puis 2h30 ou 2h3/4 de discussion avec chacun de collaborateurs. Et ben, il a complètement changé d'avis. Et le cessez-le-feu n'est plus la priorité. C'est un élément même qui pourrait présenter des inconvénients parce que il serait violé en permanence. Et ce qui compte, c'est la substance des sujets. Par conséquent, les éléments qui pourraient constituer ultérieurement un traité de paix. Alors, comment a fait Poutine pour opérer cette conversion intellectuelle complète, qui nous a laissé d'ailleurs, nous, dans le désert, puisqu'il nous avait convaincus qu'il fallait se braquer uniquement pour un cessez-le-feu. Et s'il n'y avait pas de cessez-le-feu, il allait quitter la négociation. Absolument, exactement. Les sanctions les pires. Alors, tout est parti, le cessez-le-feu et les sanctions avec. Et nous, avec l'allumette dans la main. Donc, on est obligé, en effet, de se reconvertir et de parler beaucoup. C'est pour ça que les Occidentaux parlent beaucoup du succès, disent-ils, de la réunion en Alaska à propos des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais ces garanties de sécurité, de toute façon, n'interviendraient qu'après la réalisation du cessez-le-feu. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pour aujourd'hui, et quelque chose pour probablement dans très longtemps. Alors, effectivement, la réunion de demain, ça veut dire que les Européens accourent, ils vont être à 7 dans le bureau ovale, ils accourent pour justement savoir sur quel pied danser maintenant, parce que on négocie quoi et sur quoi. Et si Trump avait l'intention de tordre le bras de Zelensky, en effet, demain, lors de cette réunion, devant les Européens, il va avoir un peu de mal, parce que les Européens vont défendre Zelensky. Mais si Zelensky, ce qui est vraisemblable, dit, moi je suis pas autorisé à céder la moindre parcelle du territoire ukrainien, parce que sinon, évidemment, j'aurais des problèmes politiques à l'intérieur de mon pays, la Constitution d'ailleurs me l'interdit, à ce moment-là, la réunion ne servira pas à grand-chose. Et on va rater un autre déjeuner. Il faut évidemment, probablement, mais Trump va certainement le faire, sonder Zelensky pour voir ce que, dans une phase ultérieure de la discussion, il pourrait accepter comme concession territoriale non définitive. On va rester là-dessus, justement. On va prendre la direction de Kiev pour en savoir un peu plus du côté de l'Ukraine. Cyril Amourski, vous êtes notre correspondant sur place. On a donc ces déclarations américaines qui émergent au cours de l'après-midi, avec notamment donc cette mention de concession territoriale que la Russie aurait faite sur 5 régions ukrainiennes, sans plus de précision. Pendant ce temps, le président ukrainien, lui, est en pleine négociation, enfin il est en pleine discussion avec ses partenaires de la coalition des volontaires, donc dans cette réunion en visioconférence. Et donc il y a ces déclarations américaines sur des territoires ukrainiens qui seraient demain sur la table.
Oui, tout à fait. On ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit lorsque Steve Witkoff annonce qu'apparemment il y aurait des concessions russes sur des territoires ukrainiens qui seraient prêts à abandonner certains territoires. En tout cas, ici, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Et vous l'avez mentionné également, on n'a pas vraiment plus d'informations là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que le sujet qui sera évoqué de toute manière demain, c'est surtout et principalement le sujet des territoires ukrainiens et la demande de Vladimir Poutine apparemment, c'est justement que l'Ukraine puisse céder entièrement le Donbass, donc la région de Donetsk et la région de Louhansk à la Russie. Or, évidemment, c'est quelque chose de complètement inacceptable d'un point de vue ukrainien, que ce soit d'un point de vue du gouvernement, que ce soit du point de vue même de la constitution ukrainienne ou bien d'un point de vue de la population ukrainienne. Il s'agit d'une ligne rouge absolue et les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'au cours de négociations, l'Ukraine devrait abandonner des territoires qu'elle a toujours contrôlés, où des centaines de milliers d'Ukrainiens vivent et souhaitent continuer à vivre sous le drapeau ukrainien. Donc évidemment, cela constitue une ligne rouge absolue et pour l'instant, il n'est pas vraiment clair de quoi il s'agit lorsque Trump et Witkoff parlent de concessions russes sur des territoires qui, je le rappelle, sont ukrainiens et uniquement ukrainiens. Merci beaucoup Cyril Amourski à Kiev pour BFM TV. Macha. Quelle pression sur le monsieur président Zelensky. Énorme. Imaginez aujourd'hui la coalition des volontaires qui sont de son côté, mais qui disent aussi, Ursula von der Leyen vient de rappeler que c'est au président ukrainien de décider qu'est-ce qu'il va faire avec le territoire. Sachant que la Constitution, sachant qu'il y a des gens qui vivent tout simplement, il y a des gens qui vivent, qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que vous souvenez, il y avait un reportage que fait votre correspondant, micro dans le trottoir, qui a dit que si les Russes arrivent, il va prendre ses affaires et s'en va. Et s'en va où? Donc tout c'est géographiquement, c'est aussi une catastrophe que propose Poutine. Et d'ailleurs, en revenant sur la question d'article 5 que les États-Unis ont proposé comme les garanties, si la Russie va violer le traité de paix possible, tout simplement. Pourquoi Poutine a dit oui? Parce que c'est un menteur. Ça ne veut pas dire qu'il va continuer, qu'il va respecter sa parole. Encore une fois, il avait des accords de Minsk. Vous vous souvenez que la guerre n'a pas commencé en 2022. Il avait une anti-terroristic opération qui a commencé en 2014 après l'annexion de Crimée. On connaît très bien ce personnage de Poutine qui, comme un de son atout, à part de manipulation qu'il a bien effectué en direct sous nos yeux avec Trump, Monsieur Trump. Maintenant, c'est le mensonge qu'il utilise. C'est pour ça qu'il pourrait dire oui, bien sûr, article 5, ce que vous voulez, bien sûr. Lui, il veut la paix. Vous parliez de la pression sur les épaules de Volodymyr Zelensky. On va le réécouter tout à l'heure, justement, lors de cette conférence de presse qu'il a donnée aux côtés de Ursula von der Leyen, le président ukrainien, qui est revenu justement sur ces territoires qu'il serait tout simplement impossible de céder. La Russie est toujours dans une région qu'elle n'arrive pas à prendre depuis 12 ans. Et dans notre constitution, il est impossible de donner des territoires. Voilà, Volodymyr Zelensky. Ulrich, vous vouliez réagir à ce que disait Macha à l'instant? Ouais, en fait, par rapport à cette histoire de garantie de sécurité pour l'Ukraine qui aurait été concédée par Vladimir Poutine, fournie par les Américains, je pense que M. l'ambassadeur l'a un peu rappelé, on pourrait très bien partir sur des négociations qui durent des années. Vladimir Poutine est extrêmement friand ce genre de situation. Donc en fait, ça ne vaudrait pas le temps que effectivement l'accord soit signé. Je rappelle aussi que Vladimir Poutine a mis d'autres sujets sur la table, notamment l'architecture de sécurité européenne. Il demande grosso modo un retrait des troupes américaines d'un certain nombre de pays européens et il n'est pas impossible qu'effectivement Donald Trump lui donne ça. Donc en fait, il serait tout à fait possible, enfin il pourrait lâcher sur la forme effectivement pour dire ma foi, pourquoi pas des garanties de sécurité, mais s'arranger pour les saper en fait avant même qu'elles soient mises en valeur, donc mise en application, pardon. Donc voilà, gardons ça à l'esprit. Enfin, à mon sens, Vladimir Poutine n'a fait vraiment aucune concession véritable à Anchorage. Alors, on va dans un instant vous refaire un tour de table, en tout cas un peu le casting de cette réunion demain à Washington. Projetons-nous peut-être un petit peu, en attendant d'avoir cette infographie, à cette fameuse réunion trilatérale, dont pour l'instant, alors on a l'infographie dont je vous parle à l'instant, on va justement voir qui sera de la partie autour de Volodymyr Zelensky demain à Washington. Vous le voyez, évidemment, le président ukrainien, la présidente de la Commission européenne, le chef de l'OTAN, le président de la République française, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Friedrich Merz, Alexander Stubb pour la Finlande, Giorgia Meloni, qui est proche de Donald Trump, en tout cas, favorable à sa politique
politique et qui est surtout la présidente du Conseil italien, Keir Starmer, qui est le Premier ministre britannique. Un mot du chancelier allemand, il a proposé hier que si cette réunion trilatérale dont je parle à l'instant devait avoir lieu, pourquoi pas sur le sol européen, c'est ce qu'il a dit lors d'une interview, malgré le mandat d'arrêt qui court de la Cour pénale internationale. Ce serait possible, ça, d'accueillir Vladimir Poutine sur le territoire européen ? Et c'est qui propose cela? Le chancelier allemand. Ah d'accord, ok. Parce que je me suis dit, si ça vient des États-Unis, pour moi, c'était une nouvelle provocation vis-à-vis de cour pénale. Voilà, ça vient de l'Europe. Voilà. Oui, je pense que ça, c'est à nouveau. De mon souvenir, il y avait les rendez-vous à Genève, ou surtout quand il y a la fin. De toute façon, la guerre ça se passe où? Sur le continent européen. Donc pour moi, c'est normal que ça va. La paix aussi va se mettre fin de cette guerre sur le continent européen. Mais pareil, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le meilleur scénario, que Poutine arrive et on le met en prison, serait possible ou pas de juger ce criminel de guerre enfin pour tous ces crimes qu'il a fait? Non, malheureusement, cette guerre elle est complètement injuste. On se bat seulement pour notre territoire et pour défendre notre pays et aujourd'hui, encore une fois, pour moi, c'est juste surréalisme ce qui se passe. Mais oui, en Europe, pourquoi pas? En tout cas, ça sera plus sereine que la paix soit signée en Europe qu'aux États-Unis aujourd'hui, pour moi. Ça, c'est encore psychologique, évidemment, dans tout cet environnement. Romain Melchiarrac, pour revenir sur ces photos donc des participants de la réunion de demain à Washington aux côtés du président ukrainien, quels sont les atouts que chacun d'entre eux vont pouvoir apporter justement pour pouvoir contrecarrer les plans qui auraient déjà été plus ou moins écrits entre Trump et Poutine? Il ne faut pas tomber dans le piège d'avoir l'impression que l'Union européenne est un vaste bordel avec plein de gens en vrac. Ou dans un autre piège qui serait de ne voir ces représentants des Européens que sous la forme d'individus et de leur relation avec Donald Trump. Et parce que certains ont des intérêts un peu différents des autres. Ce que je vois, moi, surtout là-dedans, c'est qu'on a un espèce de panorama des différentes problématiques stratégiques et sécuritaires, et que ça permet de dire aux Américains, en fait, il n'y a pas juste d'un côté des pays de l'Est qui auraient peur de manière un peu hystérique, il y a bien un bloc européen dans son ensemble avec tout un tas d'inquiétudes et de problématiques. Je prends juste quelques exemples. L'Italie qui est effectivement politiquement actuellement proche des États-Unis, qui n'est pas un pays qui a beaucoup soutenu l'Ukraine, pourra dire, en fait, même nous, qui ne sommes pas en première ligne, on fait le constat que la menace russe, elle existe et que nous voulons, nous sentir en sécurité. La Finlande, qui est un pays qu'on connaît assez peu, qui a une histoire compliquée avec la Russie, qui a eu plusieurs conflits avec la Russie, qui a été à certains moments envahi sur des parties de son territoire, est un des pays qui, à l'échelle de sa puissance économique, a beaucoup aidé l'Ukraine, comme les pays baltes, comme les pays du Nord. Et c'est aussi un pays qui vient de se lancer dans un nouveau front. Ils ont arrêté à la fin de l'année dernière un pétrolier de la flotte Fantôme qu'ils accusent d'avoir saboté des câbles sous-marins. Et là, ils ont lancé la semaine dernière une vraie procédure en justice. Et donc, il y a 3 des officiers qui commandaient ce pétrolier qui vont se retrouver devant des tribunaux et qui vont devoir rendre des comptes sur ces sabotages. Dans un autre style, la France est un pays qui a aidé l'Ukraine, mais pas non plus tant que ça, malgré les superlatifs utilisés par le gouvernement français. C'est un pays qui a l'argument et l'atout de l'arme nucléaire. C'est un pays qui peut pas faire beaucoup dans l'avenir parce que économiquement aujourd'hui on est extrêmement fragile. L'Allemagne qui a cette grande puissance économique à faire valoir, etc., etc. Donc en fait c'est un moyen de dire à chaque fois que les Américains pourraient dire oui mais en fait si vous vous inquiétez c'est pour ceci ou pour cela, que les autres puissent venir au front et dire non. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la sécurité de l'ensemble du continent européen. L'ensemble du continent européen est aujourd'hui d'accord pour dire qu'il y a une menace russe et qu'il y a un vrai risque à un horizon 5 ans, surtout si les Russes ne sont plus occupés sur le front ukrainien, qu'ils viennent nous poser des problématiques de sécurité accrues
sous des formes extrêmement variées. Et ça, on n'est pas d'accord pour céder là-dessus. Masha Kandakova, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout à l'heure le président ukrainien a mentionné la Moldavie également, dont il souhaitait qu'elle intègre l'Union européenne, parce que c'est toute l'Europe finalement. Il n'y a pas que l'Ukraine qui peut être menacée à très court terme par la Russie. Absolument. Vous vous souvenez quand l'armée russe a essayé de faire prendre Odessa, en tout cas prendre, je dis un grand mot, mais attaquer Odessa, parce que c'était aussi la prolongation de ce couloir pour aller vers la Transnistrie, Moldavie, donc tout le sud, couper absolument l'accès à la mer qui est absolument indispensable pour les céréales et l'économie de l'Ukraine. Oui, aussi, je posais la question tout à l'heure à nos experts quand il avait la pause, pourquoi M. Zelensky a parlé de Moldavie? Parce que en 2022, l'Ukraine et la Moldavie, 3 jours après, ils ont déposé leur candidature pour entrer à l'Union européenne. Et donc, de ce que j'ai compris, que c'était important pour que les deux pays soient entrés en même temps. Pour ne pas qu'il soit les écarts de 5 ans, parce que c'est le processus déjà très long. Et l'urgence pour l'Ukraine, aujourd'hui, elle est plus à jour que pour la Moldavie. Heureusement, parce que, évidemment, le front s'arrête à la frontière avec l'Ukraine. Les Ukrainiens stoppent l'attaque russe. Il y a ces besoins de sécurité qui sont mentionnés par les différents pays, notamment tout à l'heure par la présidente du Conseil européen, Ursula von der Leyen. Il y a cette déclaration, puisque le président finlandais sera de la partie demain à Washington. Hier, il y a eu un communiqué commun des pays nordiques et baltes, dont on parlait à l'instant avec Romain, qui, ce communiqué, dit voilà, l'expérience a montré qu'on ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine. On sent que cette crainte, elle est générale, qu'importe effectivement les individus, leur couleur, leur mouvance politique. Blanche-Maison. Oui, vous avez raison. Il y a en effet cette communauté des pays nordiques qui d'ailleurs ne sont pas absolument tous membres de l'Union européenne, par exemple la Norvège. Et ils ont une coopération très forte et aussi une très grande expérience qu'ils ont tirée de leur proximité avec l'Union soviétique, puis avec la Russie. Et je crois que c'est bien qu'en effet le Finlandais soit là demain, parce que c'est probablement le meilleur expert et qui sera ses conseils techniques sur ce à quoi il faut faire attention sont très précieux, puisqu'il a une frontière très longue avec la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, et par conséquent, il a une expertise qui sera très concrète et très utile. Bon, les deux membres permanents du Conseil de sécurité, la France et la Grande-Bretagne, c'est évidemment logique, et c'est eux qui ont les plus grandes capacités en matière de sécurité, de maintien de la sécurité, en matière militaire, mais aussi parce qu'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité. Et puis, l'Allemagne, parce que c'est le pays économiquement le plus puissant, et que le nouveau chancelier s'est beaucoup investi dans ces affaires. Il était prévisible dès ce matin que, évidemment, la première ministre italienne se débrouillerait pour faire partie du voyage, même si au départ elle n'était pas prévue. Et après tout, pourquoi pas, puisque elle maintient des relations, finalement, de bonnes relations avec un peu tout le monde, et qu'elle a une politique originale sur beaucoup de sujets, bien qu'elle vienne de l'extrême droite. En matière d'immigration, elle a une politique assez originale. Et puis, je crois que tout à l'heure, on a dit que, effectivement, je crois quand même que personnellement, elle est favorable à l'Ukraine. C'est personnel, c'est une position qui n'est pas celle de son parti, mais qui est la sienne propre. Donc c'est bien que ces personnalités-là soient dans le bureau ovale demain. Maintenant, évidemment, si M. Trump a entrepris de tordre le bras de Zelensky pour lui faire accepter quelque chose proposé par Poutine, ça va devenir tout de suite très compliqué. Et ce sera évidemment à suivre dans les prochaines minutes sur BFM TV, cette coalition des volontaires donc, qui se constitue, qui s'organise donc encore cet après-midi avec cette réunion en visioconférence qui se poursuit et dont on entendra tout à l'heure le président français probablement dire un petit mot. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes juste après la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance.
Oui, notre ciel prend parfois des couleurs sépia en ce moment, ici, avec ces poussières d'incendie ibérique qui remontent jusqu'en Ardèche, mêlées de poussières sahariennes également ces jours derniers, d'où ce voile qui survole une bonne partie du pays. Un ciel un peu laiteux, un soleil voilé. La canicule se poursuit tout de même. 25 départements toujours en alerte orange. Ils seront 13 seulement pour cette journée de lundi du Tarn-et-Garonne en allant vers les Alpes-Maritimes. La canicule se replie peu à peu vers la Méditerranée. Ce sera encore très chaud dans les heures qui viennent, notamment à l'est du pays. Mais cette dépression, l'ex-tempête tropicale Dexter, qui a provoqué cette canicule, va y mettre fin en ce début de semaine. Elle va se rapprocher, ce qui va nous donner des orages. Voyez ce voile, on peut distinguer ces fameuses fumées venues d'Espagne ou du Portugal. Et parfois quelques coups de tonnerre à venir, notamment sur le Finistère en tout début de matinée pour cette journée de lundi. Ils vont progresser, ces orages, vers l'intérieur des terres, mais très lentement. Dans le courant de l'après-midi, une autre salve orageuse est à surveiller sur les Pyrénées, plutôt en fin de journée ou en soirée. Plus on ira vers l'est, plus ce sera ensoleillé et réchauffé. Encore une nuit tropicale en Méditerranée, pas moins de 25 degrés à Nice. À Perpignan, une vingtaine de degrés près de l'océan, vous compterez 17 à Paris. 13 degrés notamment à Reims en matinée. Dans l'après-midi, il fera chaud quasiment partout. Mais les températures baissent d'un cran cette fois-ci. 36 à Perpignan, vous aurez 33 à Clermont-Ferrand ou à Lyon. Vous voyez cette différence notable entre La Rochelle et Poitiers, 10 degrés d'écart avec cet air plus frais qui va arriver. Donc progressivement, on va surveiller la journée de mardi avec des orages violents dans le sud du pays. Là, les températures vont chuter. Au fil de la semaine, les orages vont défiler, ils vont remonter vers le nord pour cette journée de mercredi. Et jeudi, on sera très souvent en dessous des moyennes dans l'après-midi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Il est 16h30, c'est la suite de l'édition spéciale sur BFM TV, sur cette préparation de cette rencontre demain à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs responsables européens, dirigeants européens qui vont faire le déplacement aux côtés du président ukrainien après le sommet à Anchorage entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Parmi les personnalités qui seront présentes demain à Washington, avant de regarder ce dispositif, BFM TV, nos reporters sur le terrain, on va les retrouver dans un instant. J'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron, qui d'ailleurs devrait pas tarder à s'exprimer à l'issue de la réunion de la coalition des volontaires qui a été lancée il y a un peu plus d'une heure à présent. Ce sera à suivre évidemment sur BFM TV. Emmanuel Macron qui, en ouverture de cette réunion, a détaillé l'avis de la France sur la stratégie à adopter face à Vladimir Poutine. L'objectif de cette réunion est clairement la sécurité. Les prochaines étapes et l'organisation du prochain sommet avec le président Poutine, les États-Unis et les Européens. Enfin, il faut mettre en place une stratégie pour mettre la pression sur le président Poutine s'il ne veut pas venir à notre réunion. Et avant donc d'entendre le président français reprendre la parole, donc à l'issue de cette réunion qui se termine probablement, Claude Blanche-Maison est toujours avec nous, Romain Melkarek également, Ulrich Bouna et Masha Kondakova. Claude Blanche-Maison, donc on a entendu le président français rappeler les objectifs clairs avec lesquels demain cette délégation autour de Volodymyr Zelensky vont devoir négocier, à savoir des garanties de sécurité, l'organisation de cette rencontre tripartite avec le président américain, russe et ukrainien, et puis également donc ces moyens de mettre pression supplémentaire sur la Russie. Sur ces moyens de pression, justement, il y a un 19e paquet de sanctions qui se prépare du côté européen d'ici septembre. Est-ce que c'est de nature à, justement, demain faire fléchir peut-être le président américain ? Je pense que ce 19e paquet de sanctions, il est, comme vous l'avez dit, en préparation, qu'il fera l'objet d'une décision avec les petites difficultés habituelles, mais on a l'habitude de les surmonter. L'objection, notamment hongroise, mais ça bloquera certainement pas. Je pense que les représentants de l'Europe demain diront qu'ils vont mettre en vigueur ce 19e paquet de sanctions dès qu'il sera totalement finalisé, parce qu'il faut toujours exercer une pression sur
le président Poutine. On a une marge de manœuvre suffisante encore aujourd'hui du côté de l'Europe? Oui, on a totalement notre liberté de manœuvre et je pense qu'il faut en effet mettre ça complétera les paquets précédents. Et c'est pas parce que le président Trump a levé la main sur son propre paquet de sanctions que l'Union européenne doit faire la même chose. Notre stratégie a toujours été la même et elle est en effet d'assécher notamment les revenus du budget russe qui viennent du pétrole, qui viennent des hydrocarbures et qui servent à financer la guerre. Donc là-dessus, il y a des mesures très concrètes qui n'ont pas encore été prises, qui peuvent être prises. Alors le président américain fera ce qu'il voudra. Il suivra, il ne suivra pas. Il est probable qu'il ne suivra pas, en effet, parce que sa stratégie est de ne pas faire trop de peine à M. Poutine sur ces sujets-là. Ce qui prouve bien que les sanctions ont une certaine efficacité, parce que sinon, évidemment, il mettrait les siennes en œuvre. Donc, oui, il y a une divergence sur cette partie de la stratégie entre les États-Unis et l'Europe, et je pense que demain, nous dirons que nous appliquerons tous les paquets successifs de sanctions. Je pense que par ailleurs, vous avez cité les mesures de réassurance en fait pour l'Ukraine dans l'avenir, même si j'ai dit tout à l'heure que c'était dans un avenir qui n'est pas forcément très proche, c'est bien d'en parler parce que ça crée des éléments de consensus, ça crée des éléments positifs et puis le secrétaire général de l'OTAN étant présent, il pourra dire exactement dans quelle mesure l'OTAN pourrait concourir, ou pas d'ailleurs, à ces mesures de réassurance auxquelles les États-Unis ont promis leur participation, enfin leur concours. On va aller sur le terrain, mon cher Claude, retrouver Axel Monnier, correspondant BFM TV, qui nous attend du côté de Washington, parce qu'aux États-Unis, depuis quelques minutes maintenant, les langues se délient de plus en plus. Ça se passe à la télévision américaine. Axel, notamment l'émissaire de Donald Trump, qui a pris la parole. Oui, effectivement, Donald Trump, lui, étant toujours dans son golfe de Virginie, à quelques dizaines de kilomètres de la Maison-Blanche, il a décidé juste de publier un message. De grands progrès ont été faits. À suivre, ce sont donc ses conseillers les plus proches qui ont été envoyés sur les plateaux de télévision américaines, et notamment Steve Witkoff, son émissaire spécial sur le sujet, qui a estimé qu'il y avait eu de grands pas réalisés, notamment parce que la Russie aurait accepté que des garanties de sécurité soient données à la fois par les États-Unis et par l'Europe pour l'Ukraine, mais il a aussi estimé qu'il y avait eu de la part de Vladimir Poutine des concessions territoriales. Les Russes ont fait quelques concessions à la table des négociations concernant 5 régions d'Ukraine. Il y a une discussion importante à avoir concernant la région de Donetsk et sur ce qui pourrait se passer là-bas. Cette discussion sera approfondie demain, lorsque le président Zelensky arrivera avec sa délégation et avec certains autres dirigeants européens. J'espère que nous pourrons prendre quelques décisions à ce moment-là sur ce sujet. Mais celui qui a peut-être été le plus clair, c'est effectivement Marco Rubio, le secrétaire d'État. Il a estimé que des progrès ont été réalisés, certes, mais pour lui, on est loin d'un accord de paix. Et il n'oublie pas d'ailleurs que les sanctions contre la Russie restent encore possibles, comme Donald Trump l'avait promis juste avant le sommet de l'Alaska. Merci Axel Monnier en direct de Washington pour BFM TV. Macha, on entend ces prises de parole américaines et donc notamment Marco Rubio qui dit qu'on est loin d'un accord de paix. Malgré tout, l'Europe s'organise. Elle met sur la table, elle est en train de rédiger son plan demain pour arriver devant le président américain. Quels sont les atouts qui vont pouvoir peut-être faire réfléchir différemment le président américain? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous espérez? Quels sont les espoirs, en tout cas, du côté de l'Ukraine? Pardon, j'ai répondu clairement parce que je ne sais pas qu'est-ce que peut influencer Trump à part Poutine. Oui, je sais, parce que quand même la coalition de volontaires, 2 jours avant le sommet en Alaska, a fait une influence sur le président américain. C'est pour ça qu'ils sont engagés dans les garanties après le traité de paix. Mais la question est que, vous voyez, regardez, pendant ces 2 heures qu'on est
est là à presque 3 heures. Au début, Witkoff qui dit voilà, il y a les concessions qui ont été faites de la part de la Russie. Quelles concessions? Il faut que libère notre territoire, c'est ça la concession. On pourrait justement, à juste titre, dire la vraie concession de la Russie, c'est que les troupes russes libèrent les territoires ukrainiens. Voilà, basta. Ça, c'est autant qu'ukrainien, je peux vous dire. Deuxième chose. Et puis, on retorque Marco Rubio qui reprend en disant écoutez, là, ce qui était sorti, ce que vous avez, votre correspondant a dit, que personne ne va mettre la pression sur les Ukrainiens vis-à-vis de ce territoire. Et pourtant, Trump ne cesse pas de dire tous les temps. Je conseille à Zelensky d'accepter le deal. Il faudra parler d'échange de territoire. C'est un jeu impossible. Vous pouvez pas imaginer dans quel stress on vit depuis ces jours. Et tout se passe très vite. Et je m'inquiète seulement que dans la urgence, il faut pas signer quelque chose dans cette urgence-là, parce que toujours, il y aura une faute. Et cette faute pourra nous coûter très très cher. Nous, je parle de l'Europe et de l'Ukraine, surtout des Ukrainiens, bien sûr. Mais sur le terrain, je peux vous dire quoi? Les Ukrainiens se battent. Personne n'a laissé aucune position sans vigilance. Et encore d'autant plus que la brigade de 93 a libéré et nettoyer la zone qui a été percée par les Russes ce dernier temps à côté de Pakrovsk. Par contre, Kupiansk n'est pas dans une bonne situation aujourd'hui. On va aller à Moscou retrouver notre correspondant Jean-Didier Revoin pour voir un petit peu ce qui se dit, alors que les voix européennes se font de plus en plus entendre et les voix américaines aussi cet après-midi. Que pense la Russie de cette présence européenne autour de Volodymyr Zelensky demain dans le bureau ovale? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de réaction officielle. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que la réunion d'Anchorage aura au moins eu le mérite de poser les éléments sur la table, et les alliés ukrainiens qui semblaient un peu dispersés, avec d'un côté les États-Unis, dont on ne savait pas s'ils jouaient le jeu de l'Ukraine ou de la Russie, de l'autre côté la coalition des volontaires qui a pris fait et cause pour l'Ukraine. Eh bien, tous ces gens-là vont se rencontrer pour discuter des propositions qui sont sur la table, des propositions qui ont été discutées et par Donald Trump et Vladimir Poutine. Et dans ces conditions, en attendant que des éléments concrets ressortent des discussions de demain, le Kremlin et la diplomatie russe gardent le silence. Ils n'ont pas envie j'imagine, de brûler certaines cartouches qui pourraient leur être utiles dans la négociation qui va s'engager après que Donald Trump, Volodymyr Zelensky et ses alliés européens se sont rencontrés pour discuter des propositions qui ont été faites en Anchorage. Et visiblement, le processus de négociation risque de commencer véritablement à partir de demain. Merci Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. Alors que cette prise de parole d'Emmanuel Macron se fait imminente, vous le voyez, donc avec cette réunion de la coalition des volontaires qui est en train de s'achever. Il y a donc cette image qui vous remontre les personnalités européennes notamment qui seront présentes demain autour de Volodymyr Zelensky. Il y aura la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le président donc français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président finlandais Alexander Stubb, Giorgia Meloni pour le Conseil italien et évidemment le Premier ministre Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Pour en parler, Romain Mielcarrec, ce casting, il est là pour montrer l'union notamment de l'Europe, parce que ce n'est pas qu'une question de sécurité qui concerne l'Ukraine, mais ça concerne plus largement l'Europe, et pour aussi que chacun apporte un peu ses forces en ce qui concerne individuellement son cas. C'est ça. On a à la fois les grands pays, les grandes puissances économiques et militaires. On a les deux puissances dotées de l'arme nucléaire. Les deux pays qui siègent au Conseil de sécurité en tant que permanent. Pour moi, il manque une chose à ce casting pour avoir vraiment une représentation complète des enjeux de sécurité et de défense au niveau européen. C'est un représentant des pays de l'Est. La Pologne, ce serait le plus pertinent. Les Polonais sont fortement engagés en faveur de l'Ukraine depuis le départ. Ça s'est un petit peu fragilisé au moment de la dernière élection. Mais effectivement, les pays baltes et la Pologne, et un peu plus au sud, même la Roumanie, on pourrait l'intégrer là-dedans, et la Bulgarie, ont un enjeu de proximité immédiate avec la Russie, qui fait qu'ils ont aussi des réalités qui, là, sont un peu moins représentées, même si la Finlande pourra porter ce message. C'est le manque que moi je vois. Alors qu'on attend le début de cette prise de parole du chef de l'État du côté de Brégançon, dans le Var, Ulrich Bouna, l'Europe, elle y va confiante à Washington ou pas ?
Je ne peux pas vous répondre à cette question, je peux pas vous dire, mais en tous les cas, ils y vont dans la perspective, en tous les cas, d'afficher effectivement une unité et d'essayer de voir véritablement dans le détail ce qu'a dealé éventuellement Donald Trump avec Vladimir Poutine. Et puis finalement, par rapport à cette question de confiance, je pense que c'est plutôt déjà d'essayer de voir en fait finalement s'ils peuvent véritablement avoir confiance aussi dans les talents de négociateurs de Donald Trump et de voir si effectivement les Américains sont dans une posture où ils restent un allié indéfectible et sur un lien transatlantique extrêmement fort, quitte à aider l'Ukraine et se brouiller avec Vladimir Poutine, ou au contraire, si effectivement Donald Trump, et c'est quand même un peu l'impression qu'on a eu en Alaska, c'est que Donald Trump a quand même envie d'arriver à un deal presque quoi qu'il en coûte finalement avec Vladimir Poutine, et que donc potentiellement il pourrait, si ça ne fonctionne pas, balancer les Ukrainiens et les Européens par-dessus bord. Juste un mot, je suis en train de regarder que Marco Rubio, qui est en train de secrétaire de l'État aux États-Unis, en train de donner l'interview, il a dit que les sanctions empêchent. La seule manière de mettre cette guerre en fin, il faut discuter. On le veut, on ne veut pas, avec les Russes. Il dit que si on va mettre les sanctions, et ça va s'éloigner les Russes de la table de négociation. On est piégé enfin. Parce que Zelensky, il a dit il n'a pas de signe, aucun signe de la part des Russes qu'ils veulent s'asseoir à table de négociation. S'ils refusent, il faudra appliquer les sanctions. Et Marco Rubio dit que ça s'empêche. Alors, qui peut enfin parler C'est ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'aux États-Unis, il y a cette ambivalence un petit peu du good cop, bad cop, mauvais flic, bon flic, et que peut-être qu'il est là pour faire tampon, Marco Rubio, un petit peu aujourd'hui. Là-dessus, pour le coup, que Rubio dise ça, c'est Rubio qui dit Rubio, à l'interview, Rubio dise les sanctions sont un frein à la négociation. Non, en fait, tant qu'il n'y a pas d'accord, chacun poursuit avec les armes qu'il a. Donc les Russes, eux, poursuivent sur le champ de bataille, continuent de combattre, d'essayer d'avancer et de bombarder l'Ukraine. C'est leurs armes les plus fortes pour obtenir des progrès. Et de l'autre côté, les Ukrainiens tiennent comme ils peuvent sur le champ de bataille, mais eux, ils ont surtout deux atouts. Le premier, c'est l'aide militaire et financière de leurs alliés. Et le deuxième, c'est que leurs alliés mettent des sanctions économiques les plus fortes possibles et les plus contraignantes. Si à un moment, leurs alliés commencent à retirer ces atouts-là de la table, effectivement, c'est déjà céder du terrain à la Russie. Je voulais juste revenir sur un aspect. Quand Donald Trump et J.D. Vance ont reçu Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche le 28 février dernier, ils lui ont dit « Vous n'avez pas de carte en main ». Ce que font les Européens en accompagnant Zelensky demain, c'est de dire, en fait, si les Ukrainiens ont des cartes en main, c'est ce que nous, on peut leur apporter. Et c'est là où les Américains ont joué un rôle terrible pour les Ukrainiens, c'est qu'eux aussi fournissaient une partie des cartes du jeu ukrainien pour se défendre face à l'invasion russe, et ils les ont très vite enlevées, ces cartes-là. S'ils enlèvent les sanctions, ils enlèvent encore plus de cartes du jeu ukrainien pour assurer sa protection. C'est ce qui est en jeu, évidemment, cet après-midi, de mettre les cartes dans les mains du président ukrainien, donc qui se présentera demain, très accompagné, donc à Washington. Dans quelques instants, on devrait entendre le président français Emmanuel Macron, qui a donc co-présidé aujourd'hui avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, cette réunion en visioconférence donc de la coalition des volontaires, tous ces pays alliés de l'Ukraine qui vont donc accompagner demain le président ukrainien. On attend de savoir quels sont les termes, mais on a déjà eu un petit aperçu selon les différentes prises de parole qu'il y a eu en début d'après-midi. On vous rappelle que Ursula von der Leyen et le président Zelensky se sont exprimés, se sont vus à Bruxelles, un peu avant cette réunion de la coalition des volontaires, qu'ils ont évoqué ces points, toujours ces lignes rouges très importantes qu'il faudra présenter demain, à savoir qu'il faut un cessez-le-feu, qu'il n'y aura pas de cession de territoire, ou encore que l'intégrité territoriale de l'Ukraine doit être évidemment respectée, et surtout qu'il faut mettre une pression accrue sur la Russie. C'est probablement, Ulrich Bouna, ce que va redire dans un instant le président Macron. C'est probable, effectivement. Mais pour le coup, c'est la ligne européenne depuis 3 ans. Donc, en fait, et c'était la ligne des États-Unis jusqu'au retour de Donald Trump au pouvoir. Donc, il y a une vraie cohérence là-dedans.
Et effectivement, les Ukrainiens ont quand même fait un certain nombre de concessions. Au final, si on reprend un peu les choses, il n'y aura effectivement pas de reconnaissance de la souveraineté russe sur les territoires, mais on pourrait être dans une situation, et Volodymyr Zelensky l'a déjà dit, en fait, un cessez-le-feu, grosso modo, sur la ligne actuelle, ça revient à reconnaître de facto que les Russes contrôlent les territoires qu'ils occupent. Mais effectivement, l'idée pour les Ukrainiens, je pense, depuis 3 ans, c'est quand même de conserver leur indépendance et d'éviter de capituler directement. Et donc, effectivement, finalement, les Européens, comme l'a dit Romain, apporte on va dire du soutien et apporte de la crédibilité finalement à la position de Volodymyr Zelensky dans sa discussion avec Donald Trump. On va aller à Dnipro retrouver Nicolas Coadou, envoyé spécial en Ukraine pour BFM TV, parce que pendant ce temps-là, pendant que ces réunions ont lieu, que ces déclarations à la télévision américaine sont prononcées, eh bien la guerre continue, les conflits continuent. L'armée de l'air de Kiev a accusé la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine, Nicolas, la nuit dernière avec pas moins de 60 drones. Oui, 60 drones et un missile balistique qui ont été envoyés, effectivement, vous avez raison de le souligner, cette nuit sur l'Ukraine. 40 sur les 60 ont été interceptés, mais tout de même, ça fait quand même des dégâts dans de nombreuses régions d'Ukraine, avec encore une fois la même stratégie de la part de la Russie, tenter de saturer les défenses antiaériennes en envoyant des drones. Ces drones, finalement, on en parlait beaucoup, ce sont des drones iraniens qui sont maintenant fabriqués à Moscou, qui coûtent finalement pas très cher à fabriquer et qui font des dégâts assez importants sur le territoire. Il y a donc ces frappes d'un côté et de l'autre, de nombreux assauts sur la ligne de front de la part des forces russes. Volodymyr Zelensky avait tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours en prévenant que dans les prochains jours, l'armée de Vladimir Poutine allait tenter d'accentuer ses attaques, notamment dans le Donbass, afin, dit-il, d'être en meilleure position de négociation. C'est exactement ce qu'on observe depuis plusieurs jours sur la ligne de front, avec des centaines d'assauts menés par les forces russes, avec, encore une fois, une stratégie qui est très cynique, on va dire. Elle consiste à envoyer des petits groupes de soldats, 5 ou 6 faiblement armés. On les envoie un petit peu à la mort finalement parce qu'ils doivent aller tester les lignes de défense ukrainiennes. Mais le nombre faisant foi, ça porte ses fruits puisque on constate ces derniers jours que la Russie continue de grignoter inexorablement le territoire ukrainien. Merci Nicolas Coadou en direct de Dnipro avec Théo Touché pour BFM TV. Évidemment, c'est ce que essaye de gagner la Russie, du temps, du terrain, avant justement d'arriver à un accord, quelle que soit sa forme. Ce qu'essaye de faire le président Poutine, c'est vraiment de grignoter, de continuer à grignoter du terrain. Oui, bien sûr, Poutine continue à gagner du temps et effectivement en Alaska, il a probablement gagné beaucoup de temps d'un seul coup. Il a fait un jump pour gagner beaucoup de temps, puisque maintenant il est à la recherche, et Trump est d'accord avec lui là-dessus, d'un traité de paix. Et un traité de paix, il va falloir des mois, peut-être même plus, pour y arriver. Et pendant ce temps-là, Poutine refusera tout cessez-le-feu. Oui. Donc c'est l'un des échecs importants, en effet, de ce qui s'est passé en Alaska. Et dans ces circonstances, on a du mal à comprendre ce qui pourrait faire changer les choses avec cette réunion de demain. Parce que oui, d'autant plus n'a aucun intérêt à accepter un cessez-le-feu. Bien entendu, d'autant plus que la réunion de demain, on va voir ce qu'elle donne, mais elle renforce très bien M. Zelensky, c'est parfait. Mais évidemment, elle ne nous rapproche pas du jour où il pourrait y avoir un sommet trilatéral, puisque là-dessus, Poutine a été très clair. Le sommet trilatéral, c'est le jour où ça vaudra la peine, c'est-à-dire le jour où Zelensky aura fait des concessions sur le plan territorial. Ça n'est pas demain que ça se produira, donc il n'y aura pas de sommet trilatéral dans les prochaines semaines. Et effectivement, Trump va probablement s'énerver cette fois-ci, puisqu'il avait annoncé un sommet trilatéral très rapidement. Avant vendredi. Peut-être même, voilà, à la fin de la semaine. À la fin de la semaine prochaine. Et ça, on s'achemine maintenant vers autre chose. Et en effet, je ne suis pas certain que le sommet trilatéral soit un bon format de négociation pour M. Zelensky, parce qu'il sera pris en sandwich entre deux mammouths, en réalité, qui sont plus ou moins d'accord, finalement, sur le fond. Donc, je pense qu'il avait dit qu'il souhaitait rencontrer M. Poutine pour lui parler en face, les yeux dans les yeux, mais c'était M. Poutine, c'était pas forcément un sommet trilatéral. Donc, on s'achemine, à mon avis, vers une autre structure de négociation qui fera une place aux Européens et peut-être à d'autres. Marco Rubio qui dit sur ABC que la paix est encore loin, c'est ce qu'on disait à l'instant, Claude. Mais les négociations montrent, Romain, des progrès vers la fin de la guerre. Où sont les progrès aujourd'hui? On a du mal à y voir clair avec ce flou artistique qui est entretenu de part et d'autre depuis l'Alaska.
Moi, ça me paraît très tôt pour dire qu'on avance vers la fin de la guerre. Vladimir Poutine, il peut avoir un intérêt à aller vers une fin de la guerre. C'est qu'il est quand même conscient de l'impact sur l'économie et la société russe. Quoi qu'il en dise, les gens qui le conseillent sur ces questions-là lui disent que l'inflation elle est catastrophique, que les gens peuvent pas acheter de quoi se loger, que sur tout un tas de domaines l'économie se casse la figure, qu'ils peuvent plus mettre de l'argent pour investir dans l'éducation ou la santé. Donc ça c'est pareil, c'est autant de choses qui vont affaiblir à long terme l'économie russe. Et puis il y a aussi une réalité dont il est parfaitement conscient, c'est qu'il y a probablement de l'ordre de 300 000 hommes qui sont morts au combat. Probablement à peu près autant qui sont très grièvement blessés et donc handicapés. Pour construire une société, c'est compliqué quand on a 2 jambes en moins ou 2 bras en moins. Si vous rajoutez à ça tous les gens qui sont détruits psychologiquement, qui vont revenir de cette guerre-là, et qu'il va falloir réintégrer dans la société russe, qu'on observe déjà aujourd'hui dans les faits divers, partout dans le pays, des vétérans qui pètent des câbles et qui tuent des gens pour pas grand-chose. Donc tout ça, ça a des conséquences. Donc peut-être qu'il se dit aussi à un moment, il faut au moins temporairement que je sorte de ça et que j'essaye de trouver une solution. Macha Kondakova, parce que c'est ça, il n'y a pas que des territoires qui sont en jeu, il y a une population ukrainienne qui est pilonnée jour après jour. Vous parliez aussi d'enfants, il y a vraiment un traumatisme depuis ces longues années maintenant pour la population. Il y a aussi ça qui est en jeu. Vous savez, j'ai réalisé un court-métrage qui était projeté sur France 3, Blueberry Summer, qui parle vraiment de la jeunesse volée par la guerre, parce que l'Ukraine aujourd'hui, c'est le pays le plus miné au monde. Pour le diminuer, il faudra des décennies en amont. Et il y a des enfants qui sont les victimes. Vous savez, aujourd'hui à l'école, aux écoles pour les enfants, on enseigne comment se comporter si on voit par exemple un jouet, je sais pas, un éléphant, un ours quelque part, il faut pas le toucher parce que sinon ça va s'exploser. Ça c'est d'ailleurs, je comprends pas du tout. Je comprends la guerre sur le terrain, mais laisser sous les zones, sous les territoires qui étaient déoccupés par les Ukrainiens, sur le territoire civil. Vous vous souvenez, même dans l'oblast de Kiev ou à Kharkiv ou d'autres, il y avait quelqu'un des adultes ouvert le placard, il y avait une explosion, donc il y avait les pièges partout. En se reculant parce que les Ukrainiens les ont repoussés, les soldats russes, ils ont laissé plein de pièges pour, encore une fois, punir les Ukrainiens par leur volonté d'être libres et indépendants de cette Russie, qui sous le Kremlin, qui ne cesse pas de envahir ce monde par la méchanceté. Juste un mot. Marco Rubio, que j'avais cité tout à l'heure, qui est en train de parler ou déjà a donné l'interview sur NBC News, il a dit que personne ne va pousser les Ukrainiens pour les concessions de territoire, excusez-moi. Mais voilà... Trump vient de reposter sur X, réseau social, Trust Social message. L'Ukraine est obligée d'avoir la volonté de céder le territoire parce que sinon, il va continuer à les perdre de plus en plus en guerre. En gros, je suis d'accord avec Roman, c'est pas par la bonne grâce que Poutine souhaite. Parce que ce qu'il fait maintenant, c'est il tire les avantages pour lui, mais en fait, il veut la paix. Pas la paix, pardon. Il veut gagner du temps pour se réarmer et à nouveau punir la population ukrainienne qui ne veut pas être avec lui et sous le régime du Kremlin. Il gagne du temps terriblement. D'ailleurs, à 16h30, il avait l'attaque sur la zone de Kherson où il avait des gens qui sont morts par les drones en Ukraine. Et la question, quelle est la solution? Le moment où la Moscou et son régime est faible, comme jamais, depuis son pouvoir économiquement, on n'a pas suffisamment d'armement pour tenir et reconquérir le territoire. À ce moment-là, on doit céder encore. Il nous oblige de céder et parler de cession de territoire pour ce criminel de guerre. Et comprenez mon émotion, c'est juste terrible. Mais il faut être calme et trouver une solution, surtout les garanties. Donc je remercie infiniment et je compte sur la coalition de volontaires européenne qui va trouver la manière de donner les garanties à l'Ukraine pour qu'elle reste souveraine vis-à-vis de menaces de Poutine. Cette émotion que vous exprimez, c'est celle que ressentent évidemment tous les Ukrainiens face à cette situation. On va réécouter le président Zelensky qui s'était exprimé tout à l'heure depuis Bruxelles. Nous sommes
toujours aussi unis aujourd'hui qu'au début, en 2022, avec le début de la guerre. Et c'est pourquoi nous continuons à avancer vers notre objectif de la paix réelle. Nous devons mettre fin aux meurtres. Même si Poutine a différents objectifs, ce sera difficile de le déjouer. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il faut travailler à un nouvel accord. Ulrich, on l'annonçait presque... en tout cas, le sort de l'Ukraine presque condamné à l'aube du sommet en Alaska entre Trump et Poutine. Là, aujourd'hui, ce flou permet à l'Europe encore de jouer ses cartes. Le fait que Volodymyr Zelensky s'affiche comme ça, à Bruxelles, avec ce fond de la Commission européenne, ce drapeau, la présence d'Ursula von der Leyen, ça le renforce indéniablement. Ou alors, on peut penser que les deux derrière vous, Donald Trump et Vladimir Poutine, ne sont pas attentifs, pas sensibles à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense quand même qu'ils y font attention. Je pense que l'administration américaine a quand même compris qu'effectivement, il allait être extrêmement compliqué. Enfin, si Donald Trump veut vraiment arriver à un deal, ça va être quand même compliqué de l'imposer complètement aux Européens et aux Ukrainiens. D'autant plus que même dans la pensée de Donald Trump, finalement, les garanties de sécurité à la base, ça devait être les Européens, soit parce qu'ils allaient se déployer directement en Ukraine, soit parce qu'ils allaient acheter du matériel militaire américain pour l'envoyer à l'Ukraine. Donc il y a quand même un besoin à un certain moment des Européens pour arriver à un deal côté Donald Trump, et donc il ne peut pas non plus se permettre de complètement enjamber les Ukrainiens et les Européens. Après, n'en demeure pas moins vrai qu'effectivement, quand bien même, et c'est important effectivement de montrer cette unité européenne, c'était quand même pas gagné derrière l'Ukraine, mais effectivement, malgré tout, il n'en demeure pas moins vrai que Donald Trump, sa vision du monde, sa compréhension de la guerre en Ukraine se rapproche quand même beaucoup de celle de Vladimir Poutine, et que j'ai l'impression quand même que quoi que fassent les Européens, il y aura quand même toujours un tropisme chez Donald Trump qui lui fera prendre plutôt parti pour Vladimir Poutine. Les deux résonnent il y a deux puissances. D'ailleurs, il l'a dit, Donald Trump à Fox News. Il y a les États-Unis number one et la Russie en deuxième. Et plus globalement, en fait, il y a des pays forts et des pays faibles, et ce sont les pays forts qui doivent décider pour les faibles. Lorsqu'il dit aux Ukrainiens, vous êtes un pays faible, plus vous allez résister, plus vous allez perdre du territoire parce que les Russes sont beaucoup trop forts et vont gagner, ça dit quelque chose de sa compréhension du monde, et c'est exactement la même que celle de Xi Jinping ou de celle de Vladimir Poutine. Merci beaucoup. Ulrich Bouna. Il est quasiment 17h sur BFM TV. L'édition spéciale se poursuit. Évidemment, on continue de suivre cette réunion dont on attend les conclusions d'ici quelques minutes de la part du président français Emmanuel Macron, qui devrait, depuis Bormes-les-Mimosas, nous dire ce à quoi sont arrivés les membres de cette coalition des volontaires, qui va soutenir demain le président Zelensky face à Donald Trump à Washington, le soutenir physiquement également, puisque le président sera accompagné d'une grande délégation de dirigeants européens, mais aussi du secrétaire général de l'OTAN. On en parle dans un instant avec nos envoyés spéciaux, nos reporters, nos correspondants, notamment à Kiev ou encore à Washington. Alors que vous le voyez en bas de cet écran à droite, on attend toujours la sortie du président français pour nous dire avec quelle carte en main ils partent demain. C'était le reproche qui avait été fait le 28 février dernier par le président américain à Volodymyr Zelensky, d'être venu sans carte à présenter dans cette discussion. Depuis, il y a eu ce sommet en Alaska qui a eu lieu vendredi dernier, et sur lesquels les positions américaines se sont plus ou moins alignées avec celles de Vladimir Poutine. On en parle toujours avec nos invités, nos spécialistes en plateau. Claude Blanche-Maison toujours avec nous, Romain Melkarek également, Ulrich Bouna est également avec nous, et il va nous rejoindre dans un instant Violeta Moscalou dans quelques minutes. Mais tout d'abord, donc, on va peut-être revoir ce casting qui va nous permettre de voir les forces en présence qui seront demain présentées en face du président Trump. On va peut-être revoir l'infographie de ces personnalités. Donc il y a la présidente de la Commission européenne, on le rappelle, Ursula von der Leyen, qui sera là pour épauler Volodymyr Zelensky, mais aussi le secrétaire général, donc on le disait, de l'OTAN, Mark Rutte, le président Macron pour la France, le président Stubb pour la Finlande, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz, ou encore Giorgia Meloni pour la présidence du Conseil italien. Bonjour Violeta Moscalou, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes maître de conférence à l'IAE
le Metz Université de Lorraine présente également de Global Ukraine. Est-ce que cette force européenne qui va demain accompagner Volodymyr Zelensky, elle est importante? Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir faire peser dans la balance? Oui, moi je regarde la façon, le programme qui a été, la composition qui a été annoncée, et je suis assez optimiste parce que je vois que il y a vraiment l'intention de passer un message très fort que l'Ukraine et l'Union européenne, ces questions de sécurité dans le cadre de la guerre qui se joue sur les territoires ukrainiens concernent directement l'Union européenne en fait. Et donc on a entendu aussi des messages qui montrent une lucidité extrême. C'est le président Emmanuel Macron qui a dit qu'il fallait quand même garder en tête que pendant les 30 dernières années, la Russie a fait souvent des accords et qui n'ont pas été respectés en fait, et qu'ils ont souvent la tendance de dire quelque chose et après de revenir sur ce qui a été dit ou ce qui a été écrit. Il faut quand même rappeler que la Russie était le pays qui a signé le mémorandum de Budapest en 1994 pour garantir l'intégrité et la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Et Poutine, en Alaska, il se permet de faire une déclaration en disant maintenant, nous, on va aller vers un accord et la Russie va garantir la sécurité en Ukraine. On se dit, mais il prend les gens pour des idiots ou pour des amnésiaques, c'est juste pas possible, en fait. Donc, ce jeu de dupes, j'ai vraiment l'impression, au fur et à mesure d'avoir suivi les déclarations aujourd'hui, des différentes parties, représentants des différents pays européens qui ont annoncé qu'ils seront là demain à Washington. J'ai quand même l'impression que c'est un signal fort aussi pour montrer que le jeu de dupes, il est fini. On a une lucidité extrême. On n'est pas à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, quand ils pouvaient, à la Goebbels, faire beaucoup de propagande et manipulation. Il n'y avait pas assez d'accès à des moyens de communication. On pouvait ne pas savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas ne pas savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas ne pas avoir vu Boutcha. On ne peut pas ne pas savoir qu'ils bombardent les villes ukrainiennes toutes les nuits, toute la brutalité, la barbarie et tout ça, on ne peut pas ne pas le savoir en fait. Et donc pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très rassurant de voir que cette menace forte a servi de mobilisation pour les Européens. C'est vrai qu'on n'a pas construit d'Europe de la défense et quelque part on a été un peu victime de notre pacifisme en fait pendant trop longtemps, mais sauf que là maintenant, cette menace, elle sert de terreau très fort pour la mobilisation. Et cette mobilisation et cette unité qui est montrée, c'est un bon présage pour essayer d'espérer qu'on avance dans le bon sens, qu'on ne va pas se laisser enliser dans des promesses et tout ça par la Russie, mais qu'on arrivera à un moment donné à une paix juste et équitable et durable et acceptable pour l'Ukraine et pour l'Europe. La réunion est toujours en cours, c'est pour ça qu'on attend Emmanuel Macron devant ce fort de Brégançon dans le Var. Vous voyez sur cette petite vignette ce drapeau qui est en place. Les journalistes qui le sont aussi pour entendre les mots post-réunion du président de la République. Avant la réunion, il a demandé à ses partenaires européens de maintenir la pression sur Vladimir Poutine. Il y avait cette peur, avant que l'on apprenne que le casting sera riche autour de Volodymyr Zelensky, cette peur qu'il retourne à Washington pour se faire humilier, comme c'était le cas le 28 février dernier. On se souvient de cette accroche, de cette altercation, j'allais dire, avec le président américain. Ça, c'était une crainte, c'est peut-être encore une crainte, ou vu qu'il y a les Européens à côté de lui, cette fois-ci, c'est bon? Je pense qu'effectivement, ça a servi de leçon à l'époque. Ça a servi de leçon à Volodymyr Zelensky. Il n'était pas assez préparé quand il y allait? Je pense que le monde entier a été très surpris de voir la brutalité avec laquelle il a été traité en tant que président de l'Ukraine, même en tant qu'être humain, en fait, par ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Mais ça a servi seulement de leçon, pas seulement à Vladimir Zelensky. Moi, je pense que ça a servi de leçon à tous les autres leaders politiques européens et autres, en fait, parce que effectivement, on a compris la vulnérabilité de Donald Trump, en plus son talon d'Achille, et on voit maintenant que la communication avec Donald Trump, c'est devenu un sujet à part entière, en fait, et qu'on le soigne tellement. Et il faut tellement de flatterie, tout ça. Même ça a servi de leçon même à Poutine, en fait, parce que lui aussi, il a vachement flatté, même dans les 8 minutes de conférence de presse qu'ils ont fait en Alaska. Mais je pense que ça a servi de leçon aussi à Donald Trump, parce qu'il a été quand même très, très critiqué à l'époque par ses médias, ses propres médias américains, qui ont été quand même choqués. Et donc, quelque part, j'ose espérer que cette fois-ci, l'accueil soit correct. C'est sûr que ce n'est pas une visite d'État, donc on n'attend pas le tapis rouge, parce qu'il y avait aussi la question de savoir est-ce qu'il va être
être accueillis de la même façon que le président russe. C'est pas ce qui est attendu. C'est pas ça. C'est une réunion de travail en fait. Hein. Mais on reste quand même très vigilant. Vous évoquiez justement la position des États-Unis. On va prendre la direction de Washington pour rejoindre notre correspondant Axel Monnier. Axel, avec ces déclarations dont on parlait ici en plateau, hein, qui ont filtré tout cet après-midi, notamment sur les médias, l'émissaire américain en Ukraine, Steve Witkoff, qui s'est exprimé auprès de CNN et qui a notamment parlé de ces quelques concessions territoriales qu'aurait consenti le président Poutine lors du sommet de l'Alaska. Oui, il a aussi expliqué que Vladimir Poutine avait accepté que les États-Unis et l'Europe se portent garants de l'avenir et de la sécurité de l'Ukraine dans un accord qui serait assez proche de l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire en cas d'agression, il y aurait défense de la part des États-Unis et de l'Europe. Il faudra en savoir un petit peu plus, mais il a effectivement aussi parlé de concessions territoriales sans être très précis, mais voilà ce qu'il a dit. Les Russes ont fait quelques concessions à la table des négociations concernant 5 régions d'Ukraine. Il y a une discussion importante à avoir concernant la région de Donetsk et sur ce qui pourrait se passer là-bas. Cette discussion sera approfondie demain, lorsque le président Zelensky arrivera avec sa délégation et avec certains autres dirigeants européens. J'espère que nous pourrons prendre quelques décisions à ce moment-là sur ce sujet. Mais un autre homme présent avec Donald Trump à Anchorage en Alaska, Marco Rubio, a lui estimé qu'on était loin d'un accord de paix et qu'il y aurait encore beaucoup de travail à effectuer, au moins toute la semaine et sûrement plus. Axel Monnier à Washington pour BFM TV, Romain Mirkalek, c'est vrai que c'est pour les personnes qui nous rejoignent cet après-midi, c'est un peu le mystère de l'après-midi, ces fameuses concessions qu'aurait accepté la Russie. On a du mal à y voir clair, peut-être même à y croire. Je les rassure, c'est un mystère pour nous aussi. On ne sait pas trop quelles concessions pourraient avoir été réellement consenties par Vladimir Poutine. Le vrai sujet qui semble relever... Alors, il y a deux choses dans ces concessions. Il semblerait, d'après Witkoff, en particulier Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour 3 grands conflits, dont l'Ukraine, il semblerait qu'il y ait des concessions territoriales de la part de la Russie. On ne voit pas bien en quoi ça pourrait consister. Il parle de 5 régions, ce qui ne correspond pas non plus à la réalité géographique du conflit. Mais ce qu'on avait cru comprendre ces derniers jours, d'après les informations qui sortaient, c'est que les Russes pourraient retirer leurs troupes de 2 villes au nord-est du pays, où ils bombardent actuellement, où ils essaient de tenir les Ukrainiens à distance de leurs frontières. Alors là, on parle de territoires qui sont très faiblement contrôlés par les Russes. Cette concession, ce serait un petit peu tiré par les cheveux. La deuxième concession, encore une fois entre guillemets territoriale, ce serait dans les 2 oblasts, les 2 régions du sud. On peut s'appuyer sur la carte là qui est à l'envers. Voilà, donc Kherson tout au sud et Zaporijjia, qui sont 2 régions que les Russes ont intégrées à leur constitution. Donc eux considèrent que c'est chez eux et ils seraient prêts a priori à geler la ligne de front et donc à ne garder que 2 tiers de ces 2 régions qui, encore une fois, ils volent aux Ukrainiens. Et la deuxième concession, encore une fois, je mets vraiment beaucoup de guillemets sur ce terme-là. Vladimir Poutine a dit à la conférence de presse à Anchorage avant-hier que la Russie était prête à ce que l'Ukraine ait des garanties de sécurité. Et les Américains parlent en l'occurrence d'un format qui ressemblerait à l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire que si l'Ukraine était attaquée, les États-Unis interviendraient. Ce serait une attaque contre les États-Unis et les États-Unis viendraient à la rescousse. C'est effectivement assez étonnant que Vladimir Poutine accepte une chose comme ça, si ce n'est qu'il considère que la promesse de sécurité des Américains n'a plus de grande valeur. Claude Blanche-Maison, j'aimerais que vous nous aidiez à décrypter, parce que c'est vraiment toujours un exercice de décrypter la pensée et les propos américains, surtout ceux de Donald Trump. On va revoir ce message qu'il a posté sur ce réseau social Truth Social. C'est incroyable à quel point les fake news déforment violemment la vérité quand il s'agit de moi. Il n'y a rien que je puisse dire ou faire qui les inciterait à écrire ou à rendre compte honnêtement de moi. J'ai une excellente réunion en Alaska sur la guerre stupide de Biden, une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Le président américain qui continue en disant qu'il y a eu de très grands progrès après cette réunion donc avec la Russie et qu'il faut rester à l'affût de ses prochaines déclarations. On sait qu'il est toujours à portée de tweets ou de messages sur Truth Social. Le président américain qui réaffirme en quelque sorte le changement de braquet qu'il a effectué vendredi en Alaska.
Du côté en faveur de la Russie. Le changement de registre complet sur la négociation. En effet, il balaye de façon assez facile les critiques dont il a fait l'objet, parce que quand même la tonalité générale de la presse, c'est que il a été baladé, il s'est fait avoir par Poutine pendant ce sommet bilatéral. Il balaye ça en parlant de fake news et en rappelant que pour lui, s'il avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre. Cette guerre, c'est la guerre de Joe Biden, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que parallèlement à ça, ce que vous avez montré avant, c'est ce que vous avez dit avant aussi, c'est que Witkoff et le secrétaire d'État communiquent à la télévision et par communiqué de presse, communiquent sur des sujets extrêmement sensibles. Et ils le font évidemment avec l'accord de la Maison-Blanche. Ça veut dire, ça donne une indication sur le fait que Trump est bien décidé demain à aboutir à quelque chose. Ça veut dire à tordre le bras de M. Zelensky. Et il n'aura pas trop des 7 personnes venues d'Europe pour le soutenir, parce que ça va être compliqué. J'espère pour lui que ça ne sera pas sous le regard des télévisions de la Maison-Blanche, comme c'était le cas au mois de février. Évidemment, quitte à faire de la peine aux spécialistes, parce que c'était en effet, comme l'a dit Poutine, comme l'a dit Trump, de l'excellente télévision. Mais il faut savoir si demain on va assister à nouveau à un combat de catch dans le bureau ovale, ou bien devant les caméras comme le 28 février avec Zelensky, pour dramatiser le tout, ou bien si Trump va essayer sérieusement de voir quels sont les contours de concessions possibles, acceptables par Zelensky. Juste, Ulrich Bouna, est-ce que demain il faut s'attendre à un bras de fer, soit de la part de Donald Trump, ou soit des Européens qui vont débarquer à 7 ou 8 contre lui? Va sans doute. Alors effectivement, les deux sont pas vraiment alignés. Donc, est-ce que ça va tourner au bras de fer et effectivement véritablement un clash? On peut penser qu'en tous les cas, le fait qu'il y ait quand même de très nombreux leaders européens et des leaders que quand même Donald Trump apprécie, que ce soit Mark Rutte, Giorgia Meloni ou le président finlandais Stubb, ça va sans doute permettre de fluidifier un peu les choses. Mais sur le fond, il est effectivement, les deux sont vraiment divergents. Donald Trump veut obtenir un accord le plus rapidement possible, nécessitant donc un maximum de concessions de la part des Ukrainiens. Et les Ukrainiens vont pas pouvoir faire des concessions sur tout. Donc il est quand même probable qu'effectivement il y ait des tensions, mais pas quand même au point d'arriver au clash global, même si c'est sans doute le scénario dont rêve Vladimir Poutine. Oui, mais il n'en a aucun intérêt, Volodymyr Zelensky, à arriver au clash demain. Il arrive en force, évidemment, parce qu'il faut montrer la force. On a compris que c'était un peu le registre sur lequel jouaient le président américain et russe, donc ils arrivent en force demain. Mais il a tout de même encore besoin des États-Unis, Volodymyr Zelensky. Donc il ne peut pas arriver dans une démarche belliqueuse. Tout à fait, mais il est de sa responsabilité de rappeler, et maintenant en unisson avec les Européens aussi, au président Trump, et de rester lucide sur le fait que la Russie, de facto, n'a pas bougé sur sa liste de revendications, qui est aujourd'hui la même qu'en février 2022. Parce que quand ils ont même remis sur la table les questions linguistiques, de protection de l'Église orthodoxe en Ukraine, de nationalisme, de Zelensky qui n'est pas légitime, enfin, tout ça, ça montre quoi en fait? Ça montre que nous on pense à des négociations dans le sens de faire des concessions dans un sens et dans l'autre, et Poutine lui il pense négociation / capitulation. Vous dites alléluia à tout ce que je veux et vous signez et voilà, on tourne la page et on va faire du business en fait. Donc les postures sont quand même très compliquées et très différentes, et c'est Vladimir Zelensky qui le rappelle, qui le redit pour expliquer qu'il ne faut pas être dupe et qu'il faut quand même lire que la Russie n'a pas changé d'un iota. Il a peut-être beaucoup à perdre, Volodymyr Zelensky, demain dans le bureau de la Maison-Blanche. On va justement aller en Ukraine, à Kiev, retrouver notre correspondant Cyril Amourski. Que pensent les Ukrainiens de ce renfort européen? Est-ce que justement, eux aussi, ils ont le sentiment qu'il y a beaucoup à perdre demain? Est-ce qu'ils sont confiants ou est-ce qu'ils sont inquiets? Les Ukrainiens sont plutôt inquiets, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait donc cette rencontre demain et que des dirigeants européens vont également y participer. Pour autant, ils ne s'attendent pas à grand-chose. Déjà parce qu'on a eu plusieurs déclarations de Trump et de Witkoff entre-temps. On a eu également des publications de Trump comme quoi demain l'Ukraine va devoir accepter de céder certains de ses territoires. C'est
retweet qu'il a fait sur son réseau social. On apprend selon Bild également, mais à confirmer dans les heures à venir, qu'apparemment Trump ne voudrait pas rencontrer Zelensky avec les dirigeants européens, mais voudrait seulement avoir un tête-à-tête. Donc quand on lit tout ce type d'informations ici en Ukraine, on continue à se poser des questions sur comment est-ce que cela va se dérouler. Est-ce que Donald Trump va continuer à mettre la pression sur l'Ukraine ou pas? En tout cas, c'est l'impression qu'on a, qu'il va le faire. Mais il y a un petit espoir que les Européens vont pouvoir soutenir Zelensky dans sa démarche. Et que donc, vous l'avez entendu aujourd'hui dans la réunion avec Ursula von der Leyen, Zelensky a dit qu'il n'était pas question de céder des territoires et que la priorité absolue pour l'Ukraine, c'était un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter ses propos lors de cette conférence de presse aujourd'hui. Il est important que l'Europe reste aussi unie qu'elle l'était en 2022, au début de la guerre. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Nous devons trouver un accord rapidement. Nous allons en discuter à Washington. Poutine ne veut pas arrêter de tuer, mais il doit pourtant cesser. Vladimir Poutine ne réussit pas à prendre une région qu'il occupe maintenant depuis 12 ans. En l'état, la constitution ukrainienne ne permet pas d'abandonner un territoire ou d'échanger des terres. Donc ici, c'est très clair, l'Ukraine rappelle qu'elle a des lignes rouges absolues, que ce soit sur les terres, que ce soit sur la langue ou que ce soit par rapport à l'Église. Merci beaucoup Cyril Amonski en direct de Kiev pour BFM TV. Romain Mielcarrec, on s'appuie toujours sur ces cartes pour essayer de comprendre ce qui est en jeu, parce que finalement on comprend bien que c'est les territoires qui posent problème d'un côté comme de l'autre. On a entendu que les Ukrainiens de manière générale sont plutôt inquiets, plutôt pessimistes sur ce qui pourrait se passer demain, même s'ils apprécient évidemment que l'Europe soutienne physiquement aussi leur président demain face au président Trump. Mais il n'empêche que sur le terrain, c'est ça qui est en jeu, ce sont ces régions qu'on voit colorées sur cette carte. Qu'est-ce qui peut se jouer? Quels sont les enjeux pour l'Ukraine? Alors, les 4 oblasts, les 4 régions qu'on voit en rouge sur cette carte, ce sont les 4 régions dont la Russie a décrété et a intégré dans sa constitution qu'elles faisaient partie du territoire de la Fédération. Ce sont les 4 territoires sur lesquels il y a l'essentiel des combats à l'heure actuelle. Donc Lugansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson. Exactement. Lugansk, qui est dans le nord-est, est quasiment intégralement contrôlée par les Russes. Les 3 autres régions, elles sont à peu près aux 3/4 contrôlées par les Russes. Donetsk, c'est la région où il y a le plus de combats à l'heure actuelle, où ils sont le plus intenses et les plus violents. C'est une place forte, c'est un verrou pour les Ukrainiens qui a été largement renforcé depuis le début de la guerre civile dans le Donbass en 2014. Et donc c'est un terrain qui, par la force, est très difficile à prendre pour les Russes, même s'ils grignotent ici et là des petits villages, des petits bouts de terrain non protégés. Il reste que les grosses villes, les forts, eux, n'ont pas encore été approchés par les Russes. Et puis il y a la question un peu plus au sud de Zaporijjia et de Kherson, où là il y a régulièrement des accrochages, des bombardements, mais où les combats sont relativement calmes ces derniers mois. Zelensky a dit cette semaine que les Russes étaient en train de déployer des renforts à l'heure actuelle pour renforcer 2 zones, Donetsk, où ils veulent avoir plus de force pour continuer à avancer, et puis Zaporijjia, où ils pourraient essayer d'ouvrir un nouvel axe d'effort, une nouvelle offensive pour disperser la défense ukrainienne. J'aimerais qu'on remette peut-être la carte, parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas depuis ces dernières heures, ces derniers jours, c'est le statut de la Crimée, pas un mot dessus. Pas un mot dessus ces dernières heures, ces derniers jours. C'est clair. Bon, c'est clair que Poutine n'en a pas dit un mot en Alaska. Il considère que la cause est entendue et que le sujet n'est plus sur la table pour lui. Alors effectivement, s'il y avait un traité de paix, il chercherait probablement à ce qu'il y ait une reconnaissance. Mais il considère que, en tout cas pour la négociation, ce sujet n'est tout simplement pas sur la table. Ce qui en effet montre bien son attitude. La Crimée, elle est annexée, il est hors de question de revenir dessus. Les 2 oblasts de Luhansk et de Donetsk, il faut arrondir en effet aux frontières administratives ukrainiennes. Et puis les 2 autres, Zaporijjia et Kherson, dans le fond, on peut se contenter de ce qui est actuellement occupé par les troupes russes. Et en effet, magnanime, peut-être, nous dit l'envoyé spécial, ne pas poursuivre jusqu'à ne pas demander que les troupes ukrainiennes se retirent jusqu'à la frontière administrative. Bon, c'est effectivement quelque chose qui dont M. Witkoff est assez fier, parce que pour lui, c'est une négociation, dans le fond,
immobilière. Quand il négocie pour faire des constructions d'immeubles, puisque c'est un promoteur immobilier, il fait comme ça. Et il négocie en fait sur des territoires qui appartiennent à un État souverain, comme il négocierait comme il négocie dans le domaine de la promotion immobilière. Alors, on comprend, l'enjeu, ça va être aussi de trouver les moyens de mettre la pression sur la Russie. C'est ce que tous les Européens se sont accordés à dire dans les différentes prises de parole et les différents communiqués de ces dernières heures. Avant cette réunion de la coalition des volontaires, donc qui se tient à distance, mais notamment du côté du Var et du fort de Brégançon, le président français avait justement évoqué cette piste de renforcer la pression sur la Russie. On l'écoute. L'objectif de cette réunion est clairement la sécurité. Les prochaines étapes et l'organisation du prochain sommet avec le président Poutine, les États-Unis et les Européens. Enfin, il faut mettre en place une stratégie pour mettre la pression sur le président Poutine s'il ne veut pas venir à notre réunion. Emmanuel Macron qui va s'exprimer dans un instant en direct après cette réunion au fort de Brégançon, qu'il a suivi depuis le fort de Brégançon en visio. J'aimerais qu'on accueille Charles Sapin, journaliste politique au Point, qui nous a rejoint. Bienvenue sur BFM TV. On a beaucoup parlé de l'enjeu, sécuritaire autour de l'Europe, mais il y a aussi un enjeu politique. Aujourd'hui, l'Union européenne joue peut-être sa crédibilité, voire sa survie politique sur la scène internationale. Et c'est vrai, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Cette information que Emmanuel Macron a finalement réussi à s'immiscer dans ce déplacement de Volodymyr Zelensky lundi, qui est attendu par Donald Trump à Washington. Pourquoi ? Parce que on le voit avec le sommet d'Anchorage hier. Si vous voulez, il y a un gagnant sur la forme qui est Vladimir Poutine, qui sort de cette ostracisation diplomatique. Il y a finalement Donald Trump qui n'a pas de succès à son actif, puisqu'il n'a pas réussi à obtenir cette réunion tripartite, si je puis dire, avec Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et lui-même. Mais en revanche, il y a une défaite importante pour l'Europe, parce qu'on voit que les mois passent et que finalement, cette Union européenne, et a fortiori la France, est très largement mis sur le côté, voire exclu de ces négociations sur la fin du conflit en Ukraine, le sort du continent. Et là, vous avez Emmanuel Macron qui est témoin de ça et qui va essayer de s'immiscer un peu, de faire une échappée pour rentrer dans cette table de négociation où on voit que finalement, il n'est pas écouté. Puisque dans ce sommet d'hier, l'Europe n'a eu une influence ni directe, puisqu'elle n'était pas partie prenante à ce sommet, ni indirecte, puisqu'il faut rappeler, Donald Trump n'a pas du tout écouté les Européens qui demandaient, insistaient pour que Donald Trump, en fait, fasse d'un cessez-le-feu un préalable à toute discussion avec Moscou. Non seulement ça n'a pas été respecté par Donald Trump, mais en plus, si vous voulez, c'est que en cas de refus, les Européens appelaient à de nouvelles sanctions. Parce que pareil, Donald Trump a exclu. L'Europe qui n'a donc pas pesé dans cette négociation de vendredi en Alaska, mais on va revoir ce casting donc, qui va être présenté demain au président américain. Aux côtés du président ukrainien, il y a Ursula von der Leyen pour la Commission européenne, pour l'OTAN, Mark Rutte, pour la France, Emmanuel Macron, l'Allemand, Friedrich Merz, le Finlandais, Alexander Stubb, l'Italienne, Giorgia Meloni et le Britannique Keir Starmer. Dans ce tableau-là, il va bien falloir trouver des leaders demain, tout de même, pour pouvoir imposer un peu et marquer aussi cette force européenne. Qui pourrait jouer ce rôle-là ? On a entendu parler d'Emmanuel Macron, on a entendu parler de Friedrich Merz. Est-ce qu'ils ont vraiment cette stature-là aux yeux de Trump ? C'est difficile. Celle qui a beaucoup la cote dans les réseaux trumpiens et notamment auprès de Donald Trump lui-même, c'est Giorgia Meloni. Pour les proximités plus politiques sur certaines idées. Exactement. Mais finalement, au-delà d'un leader qui pourrait être le porte-voix européen, il y a aussi un enjeu. Il faut une ligne pour porter quelque chose. Or, ces derniers mois, ces dernières semaines, on a vu nombre de désaccords entre les différents Européens. Je ne prends qu'un exemple sur ce point clé de la présence militaire ou non sur le sol ukrainien en tant de force tampon dans le cas d'un, encore aujourd'hui hypothétique,
cessez-le-feu et une fin de conflit. Et justement, c'est ce qui doit être probablement discuté. Ça va bientôt être annoncé dans les prochaines minutes. Probablement, on attend Emmanuel Macron qui va sortir de ce fort de Brégançon pour nous livrer les conclusions de cette réunion, pour dresser, comme vous le disiez, cette ligne directrice qui sera présentée demain à Washington. Avec, on a déjà eu des prémices avec ces premières prises de parole en milieu d'après-midi, ces garanties de sécurité, cette intégrité territoriale que doit conserver l'Ukraine et cette pression qui doit être renforcée également sur la Russie. On va attendre que le président se mette en place. Les journalistes sont en train de s'installer pour l'attendre. Claude Blanche-Maison, ce sont des points qui seront demain exposés probablement. Comment pourrait les percevoir le président américain? On est sûr qu'il s'y prépare. Il a déjà, lui, son tableau aussi de son côté. Comment est-ce qu'il va accueillir tout cela? Ça dépend comment les uns et les autres vont présenter les choses, mais effectivement, il est probable que M. Zelensky, tout en ménageant Donald Trump, va dire maintenant, il n'est plus question de cesser le feu. Ça veut dire que jusqu'à la paix, jusqu'au paquet final du traité de paix, nous allons subir les bombardements russes. C'est quand même un peu dur pour la population ukrainienne. Moi, à sa place, je partirais sur ce thème-là, c'est-à-dire que on est maintenant dans un dispositif où il n'y a plus aucune chance d'avoir un cessez-le-feu rapidement, en tout cas tant que les gros sujets de fond n'ont pas été traités. Et comme les gros sujets de fond sont très difficiles à traiter, ça va prendre beaucoup de temps. Donc Poutine s'est assuré ce temps indéterminé pour taper sur l'Ukraine et le mettre à genoux. C'est très grave. Est-ce que l'Ukraine, d'ailleurs, va parvenir à résister pendant tout ce temps-là? Il faut au moins en tirer les conséquences de cette nouvelle stratégie de Donald Trump en donnant des armes à l'Ukraine. Monsieur le Président, j'attends la compensation de votre stratégie qui fait que nous allons être bombardés massivement, très régulièrement, en défense aérienne et également en armement offensif pour taper, comme les Ukrainiens l'ont déjà fait, très habilement, là d'où partent les bombardiers ou les missiles russes, c'est-à-dire sur le territoire russe. Stratégique donc ça veut dire que ça repose le problème de l'aide militaire directement, puisqu'il y a eu un changement de stratégie complet. On ne parle plus de cessez-le-feu. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, Trump va dire, mais un cessez-le-feu, on peut peut-être l'avoir rapidement. En tout cas, c'est ce que mon ami Poutine m'a dit, puisqu'il m'a dit, moi, un cessez-le-feu, je ne suis pas contre si on résout très rapidement, suivant les termes que j'ai souvent décrits, la question territoriale et la question du statut futur de l'Ukraine. Donc il dira probablement, il ne se tutoie pas parce qu'en anglais c'est compliqué, mais il dira probablement en effet au président ukrainien, eh bien vous n'avez qu'à accepter, en effet, dans le fond, de laisser à la Russie les territoires que vous ne contrôlez plus et que vous ne pouvez pas reconquérir. Bon, il demande un peu plus dans le Donetsk, mais c'est pas grand-chose. Et puis en échange, ils vont vous donner les petits confettis de territoire qu'ils occupent du côté de Soumy, dans le nord. Voilà, acceptez ça. Sinon, vous n'aurez pas de cessez-le-feu. Ça va être en effet totalement dramatique. Il est 17h30 sur BFM TV, l'édition spéciale se poursuit. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, nous sommes bien sûr en direct et on attend la déclaration d'Emmanuel Macron dans quelques instants du côté du fort de Brégançon, depuis lequel il a suivi cette réunion en visio de la coalition des volontaires avant demain cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et c'est l'info du jour, qui va être épaulé, accompagné physiquement par certains dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, également Giorgia Meloni pour l'Italie, le chancelier allemand, le Premier ministre britannique. Nous sommes évidemment sur le terrain dans le Var à Brégançon pour suivre cette prise de parole dans quelques instants, et puis nous sommes également à Moscou, à Washington, pour évidemment analyser les premières informations, les nombreuses informations que nous avons eues cet après-midi grâce à la prise de parole de différentes personnalités politiques des États-Unis, notamment Marco Rubio, qui, et c'est la déclaration que je voulais vous soumettre, Violeta Moscalou, il dit « on est encore loin de la paix ».
même si on a des progrès et on avance vers un accord, on est encore loin. Est-ce que vous partagez cette analyse du secrétaire d'État américain? Je pense qu'on est très très loin de la paix parce que la position de la Russie étant intransigeante et que faire de la politique de l'apaisement, en fait, penser que donner quelque chose, ça va complètement dissoudre la menace que représente la Russie aujourd'hui pour l'Ukraine et pour l'Europe, ça serait une stratégie qui, à court ou à moyen terme, va permettre à la Russie de continuer et de rester une menace, en fait. Donc cette menace, elle ne peut pas disparaître de par l'impérialisme russe qui fait que Poutine, il voit la Russie comme un pays héritier, en fait, de l'ex-URSS. Il voudrait presque restaurer l'ampleur et l'emprise de la Russie sur les terres de la grande Russie, en fait. Donc, et ça veut dire que cet impérialisme, c'est ça le vrai problème pour aboutir à une paix juste et durable, en fait. Donc moi, mon avis personnel, c'est que tant que l'Occident reste sur une approche où on essaye de faire sauver la face ou de faire des concessions de style apaisement, mais on a vu dans l'histoire, nous a montré que vouloir apaiser un pays agresseur ne fait que repousser ses possibilités de commettre de nouvelles agressions. Tant qu'on n'a pas changé de posture, où pour l'instant on a été pour dire la Russie ne peut pas gagner cette guerre, mais il aurait fallu travailler depuis beaucoup plus longtemps sur le fait que la Russie doit perdre cette guerre. Et dernier élément, effectivement, tout de suite on va me dire mais c'est un pays nucléaire et on ne peut pas imaginer ça. Permettez-moi de rappeler que dans l'histoire, on a eu pas si longtemps que ça un pays nucléaire qui n'existait pas. C'était l'ex-URSS. Pays nucléaire qui du jour au lendemain s'est éclaté. Donc par un effondrement intérieur, effectivement, mais cette menace du coup a disparu. Donc je pense qu'on devrait travailler sur ces stratégies alternatives pour ne pas se laisser enliser dans des négociations qui peuvent durer des mois ou des années. Et en ce temps-là, la Russie va continuer à bombarder les civils comme on voit tous les jours. Ils n'ont même pas fait un geste de dire on arrête pendant une période de négociation. Ils auraient pu faire un cessez-le-feu. Ça aurait été déjà au moins ça de gagner pour les civils, pour les Ukrainiens, pour avoir quelques nuits de sommeil au calme et montrer quand même quelques gestes. Pour l'instant, Zelensky, il alerte les Occidentaux. Il y a zéro signaux qui viendrait de Kremlin, qui montrerait que Poutine est prêt à faire quelques inflexions que ce soit dans sa stratégie. Parce que Ulrich Bouna, ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que c'est deux visions qui vont s'opposer demain, notamment à Washington. Il y a cette vision très impérialiste du président américain et du président Poutine qui se sont rencontrés donc vendredi face à donc ces démocraties qui vont s'opposer demain. Et justement pour illustrer cette vision impérialiste, on va se retourner quelques mois en arrière, 28 février 2025, et donc cette humiliation publique subie par Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. On en reparle juste après. Vous n'êtes pas en bonne posture. Vous n'avez pas les cartes en main en ce moment. Avec nous, vous commencez à les avoir. Je ne joue pas aux cartes. Si, vous jouez aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est vraiment irrespectueux pour ce pays, qui vous a soutenu bien plus que ce que beaucoup de gens disent qu'il aurait dû. Avez-vous déjà dit merci? Plein de fois. Non, de toute cette réunion, avez-vous dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie faire campagne pour l'opposition en octobre, exprimer quelques mots de reconnaissance pour les États-Unis et le président qui essaye de sauver votre pays. Ulrich Bouna, est-ce qu'avec le casting qui se prépare donc pour accompagner demain Volodymyr Zelensky, ces cartes, elles vont pouvoir être dans les mains du président ukrainien? Est-ce qu'il va pouvoir arriver plus serein dans cette deuxième rencontre en quelques mois? Plus serein, oui. Le fait d'arriver quand même avec un front uni européen, ça lui donne quand même un peu plus de poids. Après, il a aussi des cartes, en fait, dans le sens où finalement, quand bien même Vladimir Poutine se mettrait d'accord avec Donald Trump, les Ukrainiens peuvent tout simplement, au bout d'un moment, dire non. Après, il y aurait des conséquences, qui seraient probablement un arrêt total de l'aide américaine. Ce qui n'est pas négligeable. Non, mais effectivement, notamment en termes de renseignement. Et on a vu les conséquences que ça a eu dans l'oblast de Koursk. Mais pour le coup, effectivement, enfin, il a quand même encore toujours cette marge de manœuvre. Et il a d'autant plus de marge de manœuvre qu'il a un soutien européen. Finalement, en fait, dans cette espèce de jeu de bras de fer entre les Américains et les Ukrainiens,
la force de Volodymyr Zelensky, elle est directement proportionnelle à la force des Européens. Plus les Européens décident d'être une vraie puissance géopolitique et de dire au bout d'un moment, voilà nos lignes rouges et on n'acceptera pas que le droit international soit complètement balayé pour faire plaisir à Vladimir Poutine, droit international qui est quand même à la base de la construction européenne. Et ben, du coup, effectivement, si les Européens jouent leur rôle de puissance géopolitique, les Ukrainiens pourront effectivement dire à Donald Trump au bout d'un moment, voilà, on n'acceptera pas les désirata du Kremlin, en tout cas pas tous. Si en revanche, effectivement, les Européens au bout d'un moment plient, ou décident de ne pas jouer ce rôle-là, ça va être extrêmement compliqué pour les Ukrainiens. Bien Melkarek, c'est vrai que quand on regarde ces images du 28 février dernier, avec l'hostilité vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, on se dit heureusement qu'il y va avec une garde rapprochée, une garde européenne. Il y a notamment, j'allais dire, cette personne qui vous a fait réagir, c'est le vice-président américain, J.D. Vance, qui s'est particulièrement montré virulent à l'égard du président ukrainien. Il y a un mélange de deux choses chez les dirigeants américains sur cette question ukrainienne. Il y a un mélange entre de l'incompétence. Donald Trump et Steve Witkoff, son envoyé spécial pour l'Ukraine, ne comprennent pas le sujet et n'en maîtrisent pas les détails. Encore cette semaine, Donald Trump disait à propos de l'invasion de 2022 que les Russes, sur leur attaque par le nord, par le Bélarus, s'étaient enlisés dans la Gadoue et que c'était pour ça qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'à Kiev. C'est factuellement faux. S'ils ne sont pas arrivés jusqu'à Kiev, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les Ukrainiens se sont battus très courageusement et très efficacement. Et la deuxième, c'est qu'ils étaient nuls sur le plan logistique et qu'ils n'avaient pas assez de carburant. Donc en fait, ils sont tombés en panne de carburant avec plus de 2000 véhicules qui se sont fait littéralement massacrés par les Ukrainiens. Et donc c'est bien ça qui a fait que les Russes ne sont pas arrivés. C'est parce que, un, les Ukrainiens ont été bons, et deux, les Russes ont été mauvais. C'est pas la météo, c'est pas autre chose. Steve Witkoff, lui, ne mélange les zones géographiques, ne comprend pas le sujet. Et puis il y a une autre problématique qui est probablement encore plus inquiétante, c'est qu'il y a un certain nombre de responsables américains qui connaissent le sujet, mais qui ont fait le choix de s'aligner sur cette ligne-là pour se rapprocher avec Vladimir Poutine. C'est le cas de J.D. Vance, qui a longtemps été hostile à Donald Trump, mais qui, par réalisme politique, pour préserver ses opportunités, parce qu'il a compris que l'électorat MAGA suivait Donald Trump sur ce sujet-là, s'est rangé à la ligne pro-Poutine. Et encore pire, Marco Rubio, qui a longtemps été au Sénat en première ligne pour défendre l'OTAN, pour défendre les intérêts européens, pour les expliquer, pour les soutenir, qui lui avale les couleuvres et se retrouve aujourd'hui à défendre ce projet de paix porté par Vladimir Poutine et Donald Trump. Et c'est pour ça, juste pour ajouter un point, c'est pour ça qu'effectivement toutes les déclarations de Marco Rubio, de Steve Witkoff ou de n'importe qui dans l'administration américaine, en fait, elles ont aucun poids. En fait, il faut bien comprendre que le seul décisionnaire, c'est Donald Trump. Il concentre totalement le processus décisionnel aux États-Unis. Et s'il décide d'aller à gauche, tout le monde ira à gauche. S'il va à droite, tout le monde ira à droite. Et c'est vrai pour l'administration présidentielle, c'est vrai pour les sénateurs et les représentants américains. Au niveau vraiment du pouvoir exécutif aux États-Unis, il n'y a plus du tout de contrepoids à Donald Trump. Ça veut dire, Charles Sapin, que c'est Donald Trump lui-même qu'il faudra convaincre demain. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que vous avez raison de souligner que Volodymyr Zelensky a bien fait de venir avec cet entourage des pays européens. Le problème, c'est que les différents leaders européens sont en quelque sorte les invités de l'invité. Là, on sort d'une saison qui est la saison des mariages. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à un mariage, vous êtes l'invité de l'invité. Ça ne vous empêche pas de passer une bonne soirée. Mais il ne faut pas s'étonner de ne pas être à la table des mariés. Le problème, c'est que les leaders européens sont face à une problématique. La première n'est pas de la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est que l'Europe, et ça c'est depuis de très nombreuses années, est incapable de penser et de parler en puissance. Et là, face à un Donald Trump ou face à un Vladimir Poutine, c'est ce qui est attendu. Ça explique en partie pourquoi l'Europe est inaudible. Il y a une autre raison, c'est que quand vous regardez ces différents leaders européens, encore une fois, je mets un peu à part Mélanie qui est en position de force dans son pays, mais on va prendre juste l'exemple de Emmanuel Macron, qui est très très affaibli. Suite à la dissolution, il faut rappeler que c'est un président de la République, certes, mais qui est sans majorité, avec un Premier ministre qui s'est imposé à lui-même. Et évidemment, nous, on le voit au niveau de la situation nationale, mais ça a aussi des échos au niveau européen. Évidemment que tous les leaders occidentaux sont tout à fait en connaissance précise des rapports de force et de l'état de faiblesse ou de puissance de chaque leader. Et là, vous regardez Emmanuel Macron étant en fin de décennat et en position de faiblesse, Merz, pour d'autres raisons, l'est aussi. Et ce qui fait que le risque pour l'Europe, c'est vrai qu'il sauve l'honneur en s'invitant dans ces négociations,
mais risque de faire un peu papier. Juste un tout petit mot sur la faiblesse d'Emmanuel Macron sur ce dossier-là. Au-delà de sa question intérieure, elle est aussi liée au fait que la France n'a pas été en première ligne et n'a pas été exemplaire sur l'aide à l'Ukraine. La France, en aide militaire, a donné 2 fois moins que le Royaume-Uni et 3 fois moins que l'Allemagne, quasiment. N'a pas donné non plus autant qu'elle aurait pu le faire en étant une des plus grosses puissances industrielles et la 2e puissance économique de l'Union européenne, et a donné moins que les Pays-Bas ou la Suède. Donc c'est aussi pour ça que sur le dossier ukrainien, les Français ne sont pas non plus les gens qu'on écoute le plus. Juste avant de poursuivre le débat, peut-être cette image en direct que vous voyez, que vous vous demandez peut-être ce que font les gens au téléphone devant la caméra, c'est le fort de Brégançon. Ça. On attend évidemment l'arrivée du président de la République qui doit s'exprimer, qui doit peut-être faire un compte-rendu de cette réunion avant le sommet de demain à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky, certains dirigeants européens. La réunion est terminée, on attend cette prise de parole. Violetta, on a une information rapide par rapport au format proposé par Trump à Washington. Il souhaite faire d'abord un tête-à-tête avec Zelensky et ensuite un format élargi avec une réunion de travail avec les représentants européens et l'OTAN et un dîner. Donc mais il y aura quand même un temps en one-to-one. One-to-one à huis clos, fermé, ou ce sera ouvert à la presse? On sait ça déjà? Non, ça c'est dans les négociations, en fait, c'est-à-dire dans les rencontres de travail. Il va rencontrer comme il a rencontré, soit que Poutine, il a rencontré, ils étaient à plus deux. Poutine, c'était prévu un tête-à-tête. Mais apparemment, avec Zelensky, il y aura un tête-à-tête. Donc ça, c'est ce qui se prépare pour demain. C'est ce qui est annoncé par Bild, en fait. Donc le premier invité, comme disait Charles Sapin, avant que les invités de l'invité les rejoignent, c'est donc le format qui se prépare donc pour cette rencontre demain à Washington, alors qu'on attend toujours le président de la République française donc pour nous expliquer ce sur quoi se sont arrêtés les partenaires européens de cette coalition des volontaires pour soutenir demain le président ukrainien à Washington. Vous le disiez, Charles Sapin, donc il y a ces profils qui vont l'accompagner demain, mais vous avez l'air assez pessimiste sur vraiment les atouts. Parce que c'est ça, en fait, qui se joue. On a l'impression qu'on est toujours dans la rhétorique de ces jeux de cartes, dans ces négociations. Et on avait reproché à Zelensky de ne pas avoir d'atouts la dernière fois en février. Là, il faut qu'il en montre demain. Alors, qui va sortir de l'eau? Qui va pouvoir aider dans cette deuxième phase, visiblement, de négociation, en tout cas de discussion, à faire changer les positions, ne serait-ce que sur ce cessez-le-feu? Toute la discussion va être menée sur ce que doit contenir ces fameuses garanties de sécurité. Il y a sûrement des marges de manœuvre, de négociation, et de discussion. Après, si vous voulez, sur la scène diplomatique, vous avez un peu deux types de discussions. Vous avez des discussions qui prennent leur source et leur fondation sur la morale, sur le droit international. Et puis, vous avez des discussions qui sont plus pragmatiques et brutales, où ne compte que le rapport de force. Or, c'est l'une des caractéristiques qu'on peut prêter à Donald Trump, c'est le pragmatisme est roi, et il n'entend et ne comprend que le rapport de force. Or, de tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai que les avantages des Européens et de Volodymyr Zelensky est plutôt du côté du droit et de la morale et des valeurs. Et finalement, ils en ont assez peu pour ce qui est du rapport de force et de la puissance politique, militaire. Évidemment, là, il y a eu un 18e paquet de sanctions qui a été adopté. Vous avez des livraisons d'armes qui sont pas insignifiantes. Donc, ça compte évidemment dans l'équation. Mais il faut vraiment comparer, quand vous comparez l'aide militaire européenne et l'aide militaire américaine, il n'y a pas photo. Ouais. Romain Melkarek. Oui, je pense qu'il ne faut pas tomber dans une espèce de naïveté de croire que si les dirigeants européens défendent l'Ukraine et se rendent là-bas, c'est pour des questions morales. Je pense que là-dessus, on est à peu près comme les Américains et la question, c'est les intérêts des Européens. Et c'est pour ça qu'ils y vont nombreux. C'est pas parce qu'ils veulent défendre les Ukrainiens. En réalité, les Ukrainiens, alors effectivement, devant les caméras, tout le monde dira les pauvres Ukrainiens et les enfants et tout ça. Ce n'est pas le sujet des Européens. Ça n'a jamais été leur sujet. Leur sujet, c'est la sécurité des Européens. Et là-dessus, moi, je trouve qu'ils ont quand même deux arguments importants à faire valoir qui peuvent parler à un Donald Trump. Le premier, c'est que pour faire du business, alors Vladimir Poutine, effectivement, c'est un type séduisant, ils s'aiment bien, ils s'entendent bien. Le PIB de l'Europe, de l'Union européenne, pardon, c'est 10 fois celui de la Russie. On passe à 21 000 milliards si on rajoute le Royaume-Uni. Et puis il y a un autre sujet sur la question de sécurité. Donald Trump est dans cette idée que
Les Américains garantissent la sécurité de l'Europe, protègent les Européens à leur fonds perdus, etc. La seule fois où l'article 5 de l'OTAN a été invoqué, c'est les Américains qui l'ont utilisé après les attentats de 2001 pour emmener avec eux les pays de l'OTAN en Afghanistan chercher Ben Laden. Tous les pays qui sont présents, alors les gros pays, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, évidemment, avaient des contingents assez importants, mais la Finlande aussi, qui n'était pas encore membre de l'OTAN, a envoyé des troupes en Afghanistan. Et ça, je pense que c'est des arguments que Donald Trump, il peut entendre et qu'il peut écouter. Il y a un seul argument qu'on n'a pas par rapport à Poutine, c'est les 5000 têtes. C'est des arguments qui comptent évidemment, mais il y a une dimension morale et légale qui est très importante. Et l'un des exemples, c'est quand on voit les revendications, y compris de la France, de la bouche même du ministre des Affaires étrangères ce matin dans la tribune du dimanche, qui est pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Quand vous regardez froidement l'intérêt pragmatique de la France, vous voyez, on n'a aucun intérêt à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, rien que sur un point de vue agricole. Si vous avez toute l'agriculture ukrainienne en paix, qui arrive, si vous voulez, dans le marché commun, c'est un arrêt de mort pour les agriculteurs français. Donc, ça prouve bien qu'il y a une dimension qui n'est pas purement froide de ce côté-là, de l'Occident en tout cas. Je parle de la France, de l'Allemagne et de l'Europe. On attend toujours que le président, on guette d'un œil attentif cette porte du fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas où le président français devrait, il est déjà en retard, on l'attendait autour de 17h, prendre la parole pour nous expliquer justement quelle sera la feuille de route et quelles seront les lignes rouges qui vont être présentées demain à Donald Trump pour soutenir donc le président Zelensky qui a été convié par le président américain donc à le rencontrer à l'issue de ce sommet en Alaska avec Vladimir Poutine. Violeta Moscalou, qu'est-ce qu'il faut espérer qui pourrait ressortir donc de cette réunion, de ces visioconférences qui ont eu lieu tout l'après-midi? C'est sûr que les différents représentants de l'Union européenne et de l'OTAN à Washington demain, ils ont dû aligner leur position pour préparer une stratégie par rapport à ces temps d'échange et ces réunions demain. Maintenant, comme disaient effectivement les intervenants juste avant, c'est sûr que c'est question de rapport de force qui priment en fait. Et ils ont une posture et ils ont passé déjà les messages et le président Zelensky et aussi Emmanuel Macron sur le fait qu'il y a une lucidité qui s'impose, sur le fait que la Russie représente une menace, que la Russie ne respecte pas ses accords et qu'on ne doit pas se laisser duper par la Russie une fois de plus en fait. Donc dans ce contexte-là, je pense que... on parle beaucoup de jeux de cartes en disant qu'il y a les cartes et qu'il n'y a pas les cartes. Aujourd'hui, les Ukrainiens sur les réseaux sociaux, ils disaient, dans tous les cas, Trump n'a pas les cartes pour forcer l'Ukraine à capituler. Parce que même, admettons qu'il se retire, un bon businessman, il va faire marchand d'armes et ça sera le problème, le nôtre maintenant en Europe, comment faire pour financer. Mais tant qu'on comprend de façon extrêmement pragmatique que protéger l'Ukraine, c'est protéger les Européens de cette menace impérialiste russe. Il ne faut pas oublier le discours de Poutine qui souhaitait que le monde revienne à 1997, avant l'élargissement de l'OTAN. Donc il a des vues sur les anciens pays du pacte de Varsovie. Donc toute l'Europe de l'Est qui est quand même très inquiète, la Pologne, les pays baltes, la Roumanie. C'est vrai que nous ici en Europe de l'Ouest, on peut avoir l'impression fausse, parce que d'être un peu plus loin et donc que la guerre nous concerne moins, sauf que c'est pas du tout la bonne posture parce que l'Europe est menacée. Et l'Europe est menacée par le régime de Kremlin, par d'autres logiques un peu d'ingérence, parce qu'on n'est pas dupe non plus. Il y a de l'ingérence du côté russe, mais il y a aussi de l'ingérence du côté des Américains. On se rappelle des déclarations d'Elon Musk quand il parlait, sur la tech, ou J.D. Vance quand il était venu ici en Europe. Donc, on n'est pas dupe. Et pour ça, l'Europe, face à ces menaces, on doit quand même rester mobilisé et renforcer, construire enfin le pilier européen de l'OTAN, l'Europe de la défense, accélérer ces processus parce que ces menaces, elles ne vont pas s'évaporer. Et donc, il faut quand même protéger, en protégeant les Ukrainiens, on protège les Européens. Alors qu'on peaufine le cadre de cette
interview imminente à Bormes-les-Mimosas devant le fort de Brégançon. Charles Sapin, on parlait tout à l'heure de l'importance pour l'Union européenne, l'importance politique de cette participation, importance aussi du côté de Donald Trump qui a été critiqué, y compris dans son camp, après le sommet à Anchorage, tant sur le fond que la forme avec cet accueil chaleureux vis-à-vis de Poutine, et le fond avec, in fine, pas de cessez-le-feu et pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui, ces fameux applaudissements, mais c'est pour ça que finalement, au bout du compte, on voit une victoire, en tout cas sur la forme, pour Vladimir Poutine, qui sort d'une ostracisation diplomatique qui durait jusque-là depuis l'invasion de l'Ukraine, et finalement peu de réussite, de victoire pour Donald Trump, qui n'a pas réussi à être celui qui remet autour de la même table le président ukrainien et le président russe. C'est certain, avec, comme on l'a souligné aussi, en revanche une défaite côté européen, parce qu'il n'était pas présent, pas représenté à ce sommet, et ni eux directement, ni leurs idées, puisque dans la demande répétée des Européens à Donald Trump, il y avait cette question de mettre comme préalable un cessez-le-feu à toute discussion avec Moscou. Et si jamais il y avait un refus côté Poutine, il fallait que Donald Trump prenne de nouvelles sanctions. Vous voyez que ça commence à s'agiter du côté de Bormes-les-Mimosas à tout moment. Oui, à tout moment. Je voulais juste rebondir quand même sur la phrase de tout à l'heure. Il arrive, Emmanuel Macron, il arrive. Que l'Europe n'a aucun Excusez-nous, il intérêt. arrive, priorité direct sur BFM TV. Emmanuel Macron qui s'exprime après cette réunion en visio de la coalition des volontaires. Dans un instant, Anthony Lebos et Maëva Lamy. Vous dire quelques mots à l'issue donc des échanges que nous avons eus ces derniers jours. J'avais l'occasion de rendre compte ici des échanges que nous avions tenus au sein de la coalition des volontaires et puis en coordination entre Européens et Américains avant la rencontre d'Alaska. Hier matin, nous avons eu le compte-rendu de cette rencontre en Alaska par le président Trump. Nous avons eu ensuite une coordination européenne. Et aujourd'hui, donc, nous avons souhaité réunir la coalition des volontaires, comme vous le savez, qui est le fruit du travail de mobilisation que nous avions lancé en février dernier à Paris et qui a été poursuivi avec nos collègues et que nous coprésidons avec le Premier ministre britannique. Cette coalition des volontaires rassemble tous les Européens qui soutiennent l'Ukraine, les non-membres aussi de l'Union européenne, je pense en particulier à la Norvège, l'Albanie et plusieurs autres, la Norvège étant un contributeur extrêmement actif du soutien à l'Ukraine, mais je pense aussi à d'autres alliés comme le Canada, mais également au Japon ou à l'Australie qui étaient présents cet après-midi à nos côtés. Et donc nous avons tenu cet échange qui a duré près de 2 heures avec le président Zelensky pour préparer en effet la réunion de demain à Washington, dans un contexte extrêmement grave, à la fois pour l'Ukraine mais pour la sécurité de toute l'Europe. C'est d'ailleurs cela et ce contexte qui a décidé, avec plusieurs collègues européens, à l'invitation du président Trump et du président Zelensky, d'aller avec ce dernier demain à Washington. Pourquoi ? Parce que se joue en ce moment même un temps important du conflit et un temps important pour la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de toute l'Europe.